Voilà, voilà. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Simon, je suis professeur à l'ULB de l'autre côté de la passerelle. Je suis sans doute celui qui vient du moins loin de tous, donc à Solvay. Et je suis très heureux d'être un co-organisateur avec Financité et partenariat avec Le Soir de ce cycle de conférences qui se termine, toutes les bonnes choses ont une fin, ce soir avec ce débat politique. Et donc ici vous avez vraiment la dernière partie, un peu l'aboutissement de toutes ces réflexions qui ont été menées depuis quelques mois même sur cette question de la finance et du développement durable. Avant de laisser la parole à Bernard Bayeux, directeur de Financité, nous attendons encore une personne qui va arriver, Monsieur de Beuquelard, qui a un contretemps, mais il arrive, comme ça vous le savez. Et en termes de timing, on vise une fin à 19h45, comme ça vous le savez aussi. Donc si vous voulez partir après, c'est encore mieux, comme ça on essaie de garder un maximum de gens. Il y aura un drink après. Vous savez, le plus important, on peut commencer. Vous avez toutes les informations. Voilà. Voilà, mais je ne vais pas être beaucoup plus long, simplement remercier Le Soir d'abord, qui a accepté de soutenir notre initiative et d'animer le débat de ce soir, bien entendu l'Université libre de Bruxelles. Je pense que beaucoup d'entre vous d'ailleurs, je connais beaucoup de têtes, et ont été présents lors des précédentes séances ou certaines d'entre elles. Vous savez donc que ça a été particulièrement riche. On va essayer quand même, dans quelques temps, de capitaliser, puisque synthétiquement, tout ce qui a été dit, qu'il y a eu des orateurs vraiment de très haut niveau qui ont participé. Un jour comme aujourd'hui, où vous avez peut-être entendu, il y a une heure ou deux, l'ONU a lancé un cri d'alerte sur le réchauffement climatique, avec les statistiques de 2023 qui sont maintenant disponibles en matière de réchauffement. Je pense que plus que jamais, et à la veille des élections, c'est évidemment un sujet très très important. Et d'ores et déjà, j'annonce aux candidates et aux candidats que, bien entendu, nous sommes à leur disposition si, plus tard, dans le cadre de négociations, ils voudraient trouver de bonnes idées pour essayer de contrer cette situation. Voilà, je vous souhaite un excellent débat. Merci. On vous laisse dans les mains expertes d'Amandine Claude. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Amandine, je suis journaliste au Soir et co-responsable du pôle économie, le nouveau service économie. Je voulais juste dire un mot pour Le Soir. La transition, c'est évidemment comme pour tout le monde quelque chose de très important. Et la preuve en est, il y a à peu près un an, on a lancé un service, un pôle planète. Donc on a maintenant une série de journalistes qui sont dédiés à la thématique. C'est l'idée d'aborder la plupart des sujets d'actualité, mais sous un angle écologique, de transition, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on essaie d'intégrer un maximum dans le contenu actuellement. Et moi personnellement, je suis l'actualité financière et bancaire depuis quelques années maintenant. Donc évidemment, j'y suis également très concernée par les questions de transition, puisqu'on sait qu'il faudra beaucoup de sous pour y arriver. Je ne vais pas citer des chiffres, etc. Il y en a beaucoup qui circulent, mais en tout cas beaucoup de sous. Et donc, c'est important que le politique se mobilise à ce niveau-là aussi. Alors, j'ai fait un peu mon devoir, j'ai été voir dans les différents programmes de vos partis pour voir ce qui était mentionné. Donc ça, on pourra en discuter, mais l'idée, c'est vraiment de vous écouter, de creuser les quelques pistes qui sont parfois très développées, parfois moins développées, qui sont évoquées dans vos programmes. Et voilà. Donc un débat, il faut des règles pour que ça fonctionne. Donc ce que je propose, c'est que pour chaque question, il y en aura 5 à peu près avec des sous-questions. Chaque intervenant ait 2 minutes pour présenter sa réponse. Qu'une fois que tout le monde est parlé, parce qu'on n'est pas ici non plus dans la polémique, on n'est pas là pour se disputer, mais pour surtout écouter tout le monde. S'il y a des réactions volontaires ou si moi j'ai envie d'en provoquer, s'il n'y en a pas, qu'on puisse ensuite faire réagir les différents intervenants par rapport aux réponses de chacun. Et quand on aura abordé toutes ces questions qui donc sont liées évidemment au cycle de conférences auquel vous avez peut-être assisté très certainement, mais la possibilité pour vous de poser directement vos questions aux personnes à qui vous souhaitez vous adresser. Comme ça, on a un quart d'heure, 20 minutes, voire un petit peu plus pour un échange direct entre vous et les différentes personnes présentes aujourd'hui. Voilà, mais je propose que vous vous présentiez chacun.
votre tour. J'ai l'impression que les regards sont vers moi. Je sais pas volontaire, mais voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'organisation de ce débat. Moi, c'est Gilles Van Den Buur. Je suis député fédéral Écolo Groen à la Chambre et aussi chef de groupe, mais je suis aussi les matières financières, donc au Parlement fédéral. Et je serai candidat à Bruxelles dans les élections qui arrivent, parce qu'il paraît qu'il y a des élections dans quelques semaines. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Rim Benachour. J'ai beaucoup moins d'expérience que mon voisin de droite, mon voisin de gauche d'ailleurs. C'est mon premier débat électoral. Donc, je vous remercie pour l'invitation. Donc, je travaille en fait au centre d'études du PS à l'IEV et je suis candidate à la Chambre dans la circonscription de Bruxelles. Moi, c'est Germain Muguemagangos, donc je suis porte-parole francophone du PTB depuis 2017. Je suis parlementaire wallon, chef de groupe au Parlement wallon depuis 2019 et conseiller communal à Charleroi. Et je suis très content d'être ici avec vous. Je suis un ancien ULB, mais je n'étais jamais venu dans ce bâtiment. C'est une nouveauté. Et donc voilà, je pense à mon avis qu'on va passer une soirée intéressante. Je m'appelle Benoît Piedboeuf, je viens de la province de Luxembourg, en Gaume, dans la commune de Tintigny, dont je m'occupe depuis 35 ans, majorité absolue. Comme ça cadre tout de suite les choses. Je suis chef de groupe du MR au Parlement fédéral et tête de liste du MR en province de Luxembourg. Et en dehors de ça, j'ai un passé dans le privé comme indépendant, conseil fiscal, banquier, assureur, donc c'est des matières que je connais un peu, et actif dans toute une série de domaines culturels, parcs naturels, jeunesse musicale, etc. Donc j'ai un vaste panel, mais je pense qu'il va se réduire aujourd'hui parce qu'on a limité le champ d'action. Voilà, et donc il manque Monsieur de Beckelard, désengagé, mais qui arrivera incessamment sous peu, me dit-on. Et Morgane Kubicki qui est là, donc qui travaille pour Financité, qui s'occupe du Financité Magazine, sera là pour vous dire quand il faudra vous taire. Parce qu'on va essayer de... Tu feras des signes Important. Je vous dirai quand il vous reste 1 minute et puis voilà, à quelques secondes, je vous ferai un petit signe. Okay, voilà. Super. Comme ça, je ne dois pas m'en occuper. Tu seras la plus regardée de la soirée. C'est pour ça que j'ai pris ce rôle. C'est ça. Donc voilà, on a sélectionné une série de questions qui sont à chaque fois liées aux différentes conférences qui ont été présentées. Je ne me souviens plus exactement des intitulés des conférences, donc je vais skipper cela si ça ne vous dérange pas et rentrer directement dans le vif du sujet. Donc on sait qu'en 2015, les grandes entreprises et les entreprises cotées en bourse également vont publier leur premier vrai rapport de durabilité. C'est une nouvelle obligation européenne. 2025, j'ai dit 2015. Pardon, n'hésitez pas à me corriger. On écoute. Oui, je vois, c'est super. Je recommence. Donc d'ici 2025, les premiers vrais rapports de durabilité seront disponibles. Donc c'est la transcription d'une nouvelle directive européenne donc, qui impose... comment dire, c'est vraiment un véritable dictionnaire cette fois-ci. Il y avait déjà des obligations, mais ça concernait beaucoup moins d'entreprises. Là, ici en Belgique, on aura à peu près 2300 groupes qui seront obligés de vraiment faire la transparence sur la durabilité ou non de leurs activités. Donc c'est une avancée. Sur le terrain, ce n'est visiblement pas si simple à mettre en œuvre, mais on aura peut-être l'occasion d'en discuter. Mais on sait aussi qu'en Europe et en Belgique, le tissu d'entreprise, il est constitué majoritairement de petites et moyennes entreprises. Alors ma première question, c'est est-ce que pour vos partis, il faut imposer une comptabilité environnementale, peut-être plus simple, une transparence à ce niveau-là, aux petites et moyennes entreprises également, pour faire avancer le schmilblick. Bon, on peut commencer, je ne sais pas pourquoi je regarde par là. On va commencer par là et faire... Je ne sais pas pourquoi non plus, nous. Hein, désolé, c'est une question de... Il n'y a pas de souci. Mais donc, rebonsoir. Je voulais d'abord dire que je trouve vraiment intéressant d'avoir un débat sur le rôle de la finance dans la lutte contre les dérèglements climatiques. Pourquoi je commence par ça, même si vous êtes plutôt un public d'experts et d'expertes? C'est parce qu'en fait, on en parle, j'allais presque dire jamais, mais bon, vous en parlez beaucoup et c'est super, mais très peu, même au Parlement, même dans la presse, même dans les médias, j'ai l'impression, le dérèglement climatique, et c'est important, on va y arriver avec des mesures liées à la biodiversité, à la mobilité, à la qualité de l'air, et évidemment, mais la finance, c'est fondamental. Ce sont des centaines, des milliers de milliards d'euros, alors au niveau belge, c'est plutôt des centaines, au niveau européen, des milliers de milliards d'euros
que soit on peut désinvestir pour réinvestir dans la transition, des mesures comptables, mais je vais y venir tout de suite en répondant très concrètement à la question. Mais je voulais vraiment dire que dans cette campagne, en tout cas, c'est un sujet que même moi, comme écologiste, je vois beaucoup trop peu à l'agenda. Alors, j'ai sans doute ma part de responsabilité, hein, voilà, on devrait en parler plus, mais c'est fondamental. La finance et l'écologie et la lutte contre le dérèglement climatique, je trouve que c'est vraiment un sujet majeur. Sur le bilan carbone, il reste une minute, donc je vais sur le bilan carbone. Oui, évidemment, un bilan carbone. Moi, j'ai déposé une proposition de loi dès 2017. On a eu l'occasion d'ailleurs de débattre en finance au Parlement, qui a malheureusement pas pu être votée et qui voulait en fait que la Belgique soit pionnière par rapport à la réglementation européenne, qui est dans le cadre du Green Deal. Donc, on devra attendre 2025. Moi, je le regrette. Je trouve qu'on aurait pu être encore plus ambitieux. Moi, je l'ai proposé pour les grandes entreprises dans mon texte de loi. Parce qu'effectivement, ça doit être une transition. On a besoin d'une comptabilité carbone. Aujourd'hui, c'est un peu moins de la moitié, par exemple, des entreprises du Bel-20 ont une comptabilité carbone, et que les autres pas encore. Donc on en est quand même loin. Nous, on est vraiment pour qu'elle soit la plus large possible. Je comprends la préoccupation pour les petites et moyennes entreprises, certainement les entreprises de moins de 20 ou moins de 10 personnes. Et là, je pense que voilà, il faut d'abord aller vers les plus grosses, mais à terme, quand je dis à terme, c'est dans, je dirais, dans une dizaine d'années, il faudra vraiment que l'ensemble des structures entrepreneuriales puissent avoir un bilan carbone, parce qu'on ne pourra pas imaginer une économie qui ne soit pas décarbonée. Pardon, je ne voulais pas être. Le petit jingle m'a aidé à atterrir, hein, mais voilà. Ah ben, moi, je reste dans le timing. Tout à fait. Je vais supprimer le jingle, ça sera. Non, mais c'est bien, ça aide pour. Voilà. Parfait. Ben voilà, un petit mot d'introduction également. Je rejoins mon collègue de droite sur l'intérêt fondamental. À votre droite. Ça faisait un peu bizarre, désolé. Sur l'intérêt fondamental de discuter finance, le lien entre finance et environnement, puisqu'on sait que la lutte contre les changements climatiques ne trouve pas. On a les solutions techniques, on a les solutions scientifiques, on sait pourquoi les dérèglements climatiques sont causés, à cause de quoi ils sont causés, c'est l'avidité notamment du capital, on veut des gains et on quitte à détruire les écosystèmes. Donc effectivement, une grande partie des solutions se trouvera dans les règles financières et dans le rétablissement des égalités, dans la lutte contre les inégalités au niveau mondial et au niveau de chaque pays. Alors sur la question spécifique de la directive CSRD, nous on est, voilà, c'est un premier pas, c'est actuellement insuffisant, c'est un premier pas intéressant, mais qui est insuffisant. Pour nous, on veut aller plus loin, effectivement, dans une comptabilité écologique des entreprises qui considère les trois types de production, le capital financier, le capital humain et le capital naturel, c'est un peu perturbant, qui les considère sur un pied d'égalité. Le capital financier ne pourrait pas être rémunéré si le capital humain et le capital naturel ne s'améliorent pas. Au niveau des PME, effectivement, à terme, il faudra aider les PME à intégrer ce type de comptabilité. Mais voilà, il faut vraiment les accompagner pour éviter une surcharge administrative et des charges. Elles ont vraiment déjà beaucoup de charges sur le dos. Il ne faut pas en rajouter, mais il faut les accompagner dans la mesure où ça pourrait être bénéfique pour elles. Elles pourraient vraiment valoriser leur comptabilité écologique en leur montrant comment, où sont leurs problèmes et comment elles pourraient apporter des solutions et entrer davantage dans la transition. Et elles pourraient notamment valoriser auprès des banques avec des emprunts verts et auprès de leurs clients sans faire du greenwashing, mais avec des faits et des données objectives. Pile 2 minutes. C'est parti. Incroyable. Je crois que c'est tout à fait légitime, en tout cas comme souci, d'avoir une comptabilité qui rend compte de manière très précise, finalement, des coûts environnementaux, des investissements que l'on fait, ou en tout cas de la structure économique que l'on construit. C'est tout à fait légitime. Maintenant, si on doit l'imposer aux indépendants ou aux PME, donc je vais quand même rappeler que les indépendants et les PME ont traversé 2 crises coup sur coup, avec la crise Covid et la crise énergétique, avec les faillites évidemment que ça suppose. Et donc de ce point de vue-là, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. On doit tendre vers, mais il faut les accompagner, les indépendants. Si on doit effectivement imposer des nouvelles charges, on va évidemment se retrouver devant des grandes difficultés.
L'autre élément, évidemment, c'est le capital financier lui-même, qui doit alors avoir évidemment les mêmes obligations, ce qui n'est pas exactement le cas pour le moment. Donc là, évidemment, là-dessus, il faut évidemment qu'il y ait une équivalence de traitement entre les grandes entreprises, évidemment, qui, elles, doivent pouvoir rendre compte des investissements qu'ils font et des coûts environnementaux que ça suppose, et alors les autres secteurs de l'économie. Mais alors aussi, un autre acteur qui est important, vous savez aussi que les pouvoirs publics investissent aussi dans l'économie. Donc, je veux dire, je prends un exemple. En Wallonie, il y a un fonds qui s'appelle Wallonie Entreprendre. Donc, c'est un fonds de 6 milliards d'euros. Okay, mais pour le moment, en fait, il n'y a aucune visibilité sur comment fonctionne ce fonds. Donc, il y a eu une discussion au Parlement wallon à l'initiative de M. Borsu pour parler du MR. Donc, mais c'est tout le gouvernement qui est responsable, PSMR Écolo. Ils ont refusé de faire la transparence telle que la Cour des comptes le demandait. Or, c'est 6 milliards qui vont en participation, en prêt, en subside. Et en fait, on n'a pas cette transparence que l'on souhaite pour l'ensemble du secteur économique dans des fonds qui sont publics. Donc évidemment, on ne va pas dire aux indépendants et aux PME, vous devez avoir cette transparence, alors que les fonds publics, eux, n'ont pas cette transparence. Donc de ce point de vue-là, il faut alors évidemment que, de ce point de vue-là, on ait la transparence aussi dans ces fonds publics. Je pourrais parler aussi des aides à l'emploi, c'est 1 milliard d'euros au niveau de la région wallonne. Des aides d'entreprise au niveau fédéral, c'est 16 milliards d'euros. Donc devant tous ces fonds-là qui ont aussi une activité économique importante, il faut alors évidemment une transparence pour laquelle il faut encore évidemment probablement se battre et convaincre que c'est nécessaire. Il y a des accents que j'aime bien. C'est drôle. Par rapport au bilan carbone des grandes entreprises, je n'ai pas de souci. Et situer les exigences au niveau européen, c'est une bonne idée. C'est vrai que Gilles a essayé d'implémenter des choses au niveau belge, mais vouloir avoir raison avant les autres, ce n'est pas toujours une bonne idée. Par contre, au niveau des PME, les PME sont déjà ensevelies d'obligations de toutes les sortes, de législations compliquées, d'une fiscalité vraiment confiscatoire et de charges sociales qui le sont aussi. Donc, alourdir les obligations par rapport au tissu des PME, ça, nous ne sommes pas du tout favorables. Que ça vienne progressivement, oui, avec des incitants, avec, comme on l'a fait par exemple pour les particuliers par rapport au tri des déchets, ça coûte plus cher, mais tout le monde trie, surtout en province de Luxembourg d'ailleurs, on est au top. Mais donc inciter, montrer l'intérêt, expliquer que par une transition énergétique, on peut aussi réduire ses coûts, c'est fondamental. Et donc des incitants, oui, et c'est là que je rejoins mon voisin par rapport à l'importance des pouvoirs publics dans l'incitation de politique plutôt que dans le fait de punir en permanence comme on le fait avec les privés. On est chaque fois coupable de tout ce qui se passe et ce n'est pas en punissant et en menaçant que l'on va arriver au résultat. Il faut convaincre, il faut être enseignant en quelque sorte des intérêts qu'il y a de travailler à cette transition. Et les gestionnaires de PME, ils sont comme les particuliers qui gèrent leur budget, ils essayent aussi de réduire leurs coûts. Et réduire leurs coûts, c'est souvent faire une transition, comme ça se fait dans plein de domaines. Donc les grandes entreprises, pas de problème, elles sont staffées pour, les petites entreprises, non. Et qu'on améliore progressivement, d'accord. Super pour le timing. J'ai peut-être envie de vous faire réagir sur ce que disait le monsieur à ma gauche. À ma gauche. Sur le manque, enfin, vous soulignez un manque de transparence au niveau des véhicules d'investissement public ou alors un manque d'orientation écologique vers transition. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas qui veut prendre la parole ou si je le... Je peux y aller pour inverser. C'est vrai que ce qui manque le plus dans notre pays, mais ailleurs aussi, c'est l'évaluation des politiques publiques. Si on faisait un monitoring convenable et une évaluation des impacts des décisions qu'on prend, il y en a probablement qu'on ne prendrait plus. Il y a des incitations qui sont parfois lancées sans avoir une base scientifique et une étude intelligente. On l'a vu par rapport au photovoltaïque, par exemple, on a dit allez-y, allez-y, et puis on n'a plus pu assumer financièrement. Donc ça, ce sont des politiques qui vont dans tous les sens et qui ne sont pas bien monitorées. Donc ce que les pouvoirs publics ont à faire, c'est d'abord d'étudier ce qu'ils vont faire. On légifère très mal, hein, en Belgique c'est assez systématique, on légifère mal, on ne réfléchit pas assez, on ne prend pas assez les conseils, et donc on prend des mauvaises législations. Et par rapport à la transparence, c'est évident que compte tenu des moyens et de notre taux de dépenses publiques, il faut absolument monitorer et réduire la voilure. Oui, parce qu'effectivement, je ne sais pas si on enregistre ce débat, c'est enregistré? Parce que je vais utiliser vos propos
quand j'irai discuter avec le gouvernement PSMR Écolo en Wallonie, parce qu'on a eu ce débat-là, par exemple, sur ce que vous connaissez probablement, le mécanisme des accords de branche. Donc les accords de branche sont des mécanismes importants de subsides qui vont en fait réduire la facture énergétique de secteurs industriels importants. Et donc sur ces accords de branche, il n'y a en fait aucune visibilité. On connaît la somme globale, mais c'est tout. Et quand on demande au ministre Henry, par exemple, donc, qui est lui-même celui qui négocie sur les accords de branche, on lui demande finalement de faire la visibilité, la transparence sur en fait le caractère pertinent, puisque le but c'est de faire des investissements économiseurs d'énergie. En fait, il n'y a pas de réponse par rapport à ça. Et pourtant, certains posent la question. Par exemple, Canopéa a fait une étude, ça s'appelait à l'époque Interenvironnement Wallonie. Ils ont fait une étude pour démontrer en fait que cet argent public qu'on donne aux entreprises n'ont en fait que très peu d'effet en termes d'économie d'énergie. Et donc, du coup, ratent leur cible. Et donc, il y a ce genre d'études-là qui sont faites aussi, par exemple, par l'UEPS, c'est l'Institut de statistique wallon, sur la question des aides à l'emploi, sur la question de l'argent public. Et quand nous, on pose la question, et je suis assez surpris, parce que moi-même, je ne m'attendais pas, en tant que PTB, donner des leçons d'économie à M. Boursu ou au gouvernement wallon, ou en tout cas des leçons de transparence ou d'économie de moyens publics. Puisque quand on pose la question de savoir comment ça se fait que quand on met en place un fonds de 6 milliards d'euros, on n'obéit pas simplement aux directives de la Cour des comptes en termes de contrôle parlementaire, il y a un problème. Donc dans l'état actuel des choses, par exemple, ce fonds de 6 milliards d'euros, les parlementaires ne savent pas le contrôler. Et donc on ne sait pas en contrôler l'utilité, et j'en termine, on ne sait pas en contrôler l'utilité, on ne sait pas en contrôler la pertinence, et on ne sait même pas en contrôler l'orientation économique. La Cour des comptes dit, c'est dispersé, donc c'est ce que vous venez de dire en fait, c'est dispersé, c'est chaotique, c'est pas efficace, et pourtant on ne sait pas le contrôler. Donc il y a un véritable enjeu à ce niveau-là. Oui, moi je vais quand même réagir sur l'un ou l'autre élément. Alors transparence évidemment, il faut une transparence absolue sur tous les moyens publics. Je pense que pour revenir un peu sur un débat, où je pense qu'on peut acter une différence peut-être de vision de société, c'est que nous il faut faire la transparence, pas spécialement pour diminuer les moyens, mais par contre pour les réorienter. J'entends par rapport surtout aux collègues pied de bœuf, parce que je pense que c'est aussi les moyens publics, le mantra libéral est plutôt de diminuer. Nous, on veut la transparence absolue, donc là je pense que je rejoins totalement ce que les collègues demandent, c'est une question de bonne gouvernance en fait, mais c'est pour les réorienter. Et c'est ce qu'on fait, en tout cas moi les niveaux de pouvoir que je connais un peu mieux, c'est le fédéral et aussi Bruxelles. Par exemple, dans les systèmes d'investissement et les outils d'investissement, si je prends Bruxelles en particulier, parce que c'est piloté par une ministre écologiste, c'est Barbara Tracht, Finance Brussels, pour ceux et celles qui connaissent, depuis 1 an, il y a une grille d'investissement. Et donc il n'y a plus d'argent public qui ne peut pas être investi si on ne rend pas, si on n'est pas en lien au niveau de l'investissement avec des objectifs sociaux et environnementaux. Je pense que ça n'existait pas avant. Donc là, on est vraiment dans une première qui est pour moi fondamentale comme écologiste, parce qu'il faut réorienter les moyens publics vers la transition, et on essaie de faire la même chose avec la SFPI, donc ça c'est la compagnie fédérale qui gère l'investissement public au niveau fédéral. C'est aussi des centaines de millions d'euros d'argent disponible pour investir dans les PME justement. Et nous demandons la même grille qui n'est pas encore là. Il se fait qu'on n'a pas le portefeuille des finances au niveau fédéral, c'est un collègue CDNV, donc il faut un peu plus convaincre. Mais on veut la même chose, une grille d'investissement qui dit l'euro qu'on va dépenser là, parce que c'est intéressant, on veut qu'il soit en lien avec nos objectifs climatiques, nos objectifs sociaux. Et donc il doit être transparent évidemment, ça c'est sûr, pour savoir où il va. Mais il doit y avoir une direction, et ça nous vraiment, c'est un regret qu'on a par rapport à des investissements qui sont faits dans le passé en Belgique. Encore aujourd'hui, il faut reconnaître, on investit parfois de l'argent public dans des secteurs qui, à nos yeux, d'écologistes, ne sont pas en lien avec nos objectifs climatiques. Et donc, moi en tout cas, je suis très favorable pour qu'on pilote davantage l'investissement public vers la transition. Moi, je rejoins tout à fait ce que le collègue de droite. À droite, à votre droite. Pour les collèges, c'est gauche. Vient de dire, on a effectivement besoin pour réussir la transition climatique, on a besoin d'investissements publics absolument massifs, d'investissements publics qui sont orientés correctement vers la transition écologique et sociale. On doit répondre aux besoins sociaux, on doit répondre aux besoins écologique. Pour ça, effectivement, on n'a pas besoin, surtout pas de diminuer l'investissement public, mais au contraire de l'augmenter fortement et d'avoir une transparence maximale sur les investissements qui sont effectués avec effectivement un monitoring. On a besoin de savoir si l'euro public investi est bien investi et s'il atteint son objectif. S'il n'atteint pas son objectif, il faut le réorienter. Et en tout cas, l'investissement public à terme ne pourra plus financer des investissements dans les énergies fossiles, notamment. Voilà, faire une petite pause pour présenter M. de Bocalard désengagé.
Non, mais c'est fait. Christophe de Bequelard, désengagé. Toutes mes excuses pour cette impolitesse. Dit un petit rendez-vous médical qui a trop duré. Mais donc, voilà, ravi d'être parmi vous. Christophe de Bequelard, qu'est-ce que je dois dire? Président désengagé à Bruxelles, tête de liste pour les régionales et député au Parlement. Voilà, actif dans un secteur qui est lié à ce dont on discute, c'est la finance décentralisée. Moi, je crois beaucoup à tout le secteur des crypto-monnaies qui va prendre un grand rôle dans les années qui viennent dans notre paysage financier et qui, voilà, je pense, a aussi une place à jouer dans tous les éléments qu'on discute aujourd'hui. Ok, super. Je propose de passer à la deuxième thématique. Donc, vous avez tous souligné que le lien entre environnement et finance était essentiel, puisqu'il va falloir évidemment financer cette transition climatique, écologique. Pardon, c'est un peu le rhume des fois. Non, ça va aller. Mais Ça commence pour ceux Le qui... boulot, ça commence. Pour ceux qui sont allergiques, c'est terrible depuis quelques jours. Moi qui est allergique, je sais pas. On n'est pas trop ça, Ça a déjà on commencé. souffre dans la salle, mais moi j'en souffre beaucoup. Mais voilà, j'y arrive. Cependant, financer la transition, ça ne peut pas toujours être rentable. Pas toujours, ça peut l'être aussi. Si on pense à, par exemple, préserver la biodiversité ou installer de grands réseaux ferroviaires, ce ne sont pas nécessairement des investissements qui vont convaincre le privé, convaincre le privé facilement d'y mettre ses deniers. Donc il va falloir de l'argent public. Beaucoup d'argent public aussi. Beaucoup. À ce niveau, on a vu, et donc il y a plein d'instruments à ce niveau-là, mais il y a aussi d'autres possibilités. Pardon si parfois je ne suis pas claire, hein, vous me le dites. Hein, comme la dernière, si je fais une erreur, vous me le dites. J'essaie d'être concise, mais je ne le suis pas toujours. Il y a aussi des possibilités de mobiliser l'argent privé. Et on a vu en septembre dernier qu'un bon d'État avait fait un espèce de raz-de-marée en récoltant en quelques jours 22 milliards auprès de 600 000 Belges. Il a été évoqué la possibilité d'un bon d'État vert, si je ne me trompe pas, c'est écrit dans le programme d'écolo. Du PS aussi. Du PS aussi. J'y venais. Je vais dans l'ordre. En tout cas, j'en ai vu la trace dans vos deux programmes, pas dans les programmes des autres partis. Est-ce que vos partis sont pour? Est-ce que c'est une bonne idée? Et comment mettre cet instrument en œuvre? On peut commencer par l'autre côté, cette fois. Oui, je vais me mettre un peu dedans. Mais sinon, je peux commencer. Hein. Vas-y, tu veux. Mais donc, effectivement, c'est une proposition qu'on porte très fort. Je vais revenir effectivement au bon d'État qu'on a finalement vu le succès appelé bon Van Petegem. Hein. Il en a eu une notoriété, je pense, importante. Et nous, depuis le début, d'ailleurs, puisqu'on siège au gouvernement avec le CDNV, eh bien, on était assez partant pour l'idée d'un bon d'État, de dire aux citoyens, voilà, on va faire appel à votre épargne, hein, comme vous l'avez dit. Mais depuis le début aussi, y compris dans le gouvernement, on disait, donnons un cap à cet argent qu'on va demander aux citoyens. Et nous, évidemment, le cap, c'est la transition. Ça sera d'autant plus important de dire aux citoyens, vous savez, confiez votre argent à l'État via les bons d'État, et effectivement, on va vous dire, ben voilà, ce sera pour investir dans l'énergie renouvelable, ce sera pour investir dans l'isolation des bâtiments, ce sera pour investir dans toute une série d'infrastructures de mobilité douce. Parce que ça, pour nous, ça a du sens, plutôt que juste faire une opération quelque part qui s'est révélée un succès, vous l'avez dit, parce qu'on voyait que beaucoup de gens avaient envie. Ben, on était dans un contexte qui n'a malheureusement pas évolué, mais de taux d'épargne que les banques, où les banques sont vraiment, pour moi, c'est indécent ce qu'elles font en proposant des taux d'épargne si bas. Et donc, il y avait une vraie demande du public pour un autre outil. Donc, c'est pour ça que ça explique le succès. Mais qu'est-ce qu'on en a fait finalement de cet argent? En grande partie, et l'Agence de la dette est venue en audition d'ailleurs au Parlement pour nous l'expliquer, on s'est refinancé moins cher la dette de l'État, en grande partie. On sait bien, je ne veux pas dire que c'est pas bien, mais pour nous, honnêtement, on a raté le coche justement de ne pas vouloir avoir un réel objectif de collecter l'épargne citoyenne pour en fait des investissements dans la transition. Donc on le met dans notre programme et j'espère qu'on pourra le faire dans des prochaines levées parce qu'il y a des bons détails, il y en a chaque année, hein, plusieurs fois en fait. Hein. C'est juste que l'ampleur ici était inédite. Mais ça pour nous, oui, c'est fondamental dans le financement de la transition.
Voilà, copier-coller du programme écolo, ou inversement, je ne sais pas. Inversement, je ne pense pas. Mais... je crois que le nôtre est sorti avant. Oui, Bref. Tu as copié sur ton collègue de droite alors. Ça non, donc nous, on est tout à fait favorable évidemment à un bon d'état vert ou climatique, on l'appelle comme on veut. Effectivement, on a vu avec le bon Van Petegem, comme on l'a appelé, que les Belges sont prêts à sortir beaucoup d'argent de leur compte d'épargne et sont insatisfaits face au faible rendement des comptes d'épargne. Ils veulent par contre des investissements sûrs, ce que sont des bons d'État, avec une rentabilité un peu plus forte que le compte d'épargne. Et on est également persuadé que si on leur dit pour quel type d'investissement, ils seront encore plus favorables à investir dans des bons d'État verts, et effectivement on doit financer la transition. Parallèlement au bon d'État vert, on est favorable également à mettre en place un livret B ou un livret populaire, compte d'épargne populaire, pour financer des investissements dans la transition. L'avantage du livret B par rapport au bon d'État, c'est que ça ne fiche pas l'argent, ça ne gèle pas l'argent pendant une certaine période, par exemple 1 an pour le bon d'État Van Petegem. On sait qu'il y a des familles qui ont un petit peu de sous, c'est 4 000, 5 000, 6 000 euros, mais qui préfèrent le laisser sur un compte épargne parce que voilà, on doit pouvoir faire face aux imprévus de la vie, acheter une machine à lessiver, réparer la voiture, etc. Et donc c'est l'avantage du livret B par rapport au bon d'État. Donc on pense que les deux outils ont énormément d'avantages et doivent être faits en parallèle. Ben, nous, on n'est pas du tout opposés au bon d'État. En fait, c'est aussi notre programme, ça s'appelle pas bon vert, ça s'appelle bon switch. Mais effectivement, un bon... Comment? Ah, parce qu'il n'y a pas souvent le mot vert à la PTB, c'est pas de sujet. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais pour nous, c'est pas, je veux dire, l'outil essentiel. Donc pourquoi switch? Parce qu'effectivement, on a besoin de faire le switch au niveau énergétique, au niveau de la mobilité, etc. Ça, c'est le nom. Mais le premier élément que nous, on voudrait mettre en place, c'est plutôt une banque publique, une véritable banque publique, pour pouvoir investir effectivement dans la transition énergétique, dans la mobilité. En fait, quand on regarde par exemple le modèle qui existe en Allemagne, donc depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a une banque qui s'appelle la KfW, ça c'est les initiales, le nom il est imprononçable pour moi en tout cas, et dont effectivement la fonction essentielle c'est de financer des logements publics, c'est de financer des trains, c'est de financer des infrastructures publiques qui sont nécessaires. Donc nous on veut effectivement mettre sur pied cette banque publique. Ça c'est un élément. Le second élément, c'est que pour la transition énergétique, je veux juste vous dire que ça fait 35 ans en Belgique que nous-mêmes on enrichit en fait les grands de l'énergie. On enrichit Total Energy et les autres. Puisqu'en fait, on avait avant un monopole régulé qui était pris en main par Electrabel. Ensuite, les partis traditionnels ont décidé de libéraliser le secteur, de faire entrer finalement le privé dans le secteur. Et ça a eu quoi comme effet? Finalement, l'argent qui devait servir à la transition énergétique a été enrichir les actionnaires. Et donc, nous, on veut revenir en arrière par rapport à ça. On veut effectivement avoir la main sur le secteur énergétique, en fait le rendre collectif, le nationaliser, et avec ça justement, ça va être une rentabilité qui va nous permettre d'avoir de l'argent pour faire cette transition énergétique. Là aussi, par exemple, un autre pays qui donne l'exemple, c'est le Danemark. Le Danemark, dans les années 90, où nous, on libéralisait, ils ont décidé de garder ça dans les mains du public, et en fait, ils disent maintenant, dans 2 ans, ils pourront se départir totalement de l'énergie fossile. Donc ça, c'est vraiment encore un deuxième élément. Troisième élément, on va peut-être en parler, c'est la réforme fiscale. Il faut effectivement une réforme fiscale qui permette d'avoir des moyens importants. C'est pour avoir des moyens pour la transition. Donc en Belgique, on a 50 000 familles qui sont assises sur un trésor de 680 milliards d'euros, qui sont très peu taxés. Et donc nous, on veut effectivement cette réforme fiscale pour pouvoir avoir aussi des moyens pour effectivement faire la transition énergétique et la mobilité. Et juste un mot sur le bon switch, je suis pas sûre que j'ai... Mais c'est la même logique, c'est de donner la possibilité effectivement aux personnes qui ont de l'épargne de pouvoir contribuer. Mais notre point de vue, c'est qu'en fait, en dehors de l'épargne, il y a encore d'autres sources financières qui doivent être mobilisées. Donc, je veux dire, je trouve important effectivement de... C'est pas la question, en fait. Je pense qu'on va y arriver. La question, c'était mobiliser l'épargne du grand public. Si c'est la question binaire, oui, non, oui. Mais la question, c'est pour nous, c'est pas l'élément essentiel. D'une manière générale, l'État a intérêt à se financer le moins cher possible. C'était l'intérêt du bon d'État Van Petegem. Alors, il faut reconnaître que c'est un côté malgré tout anecdotique, parce que si le premier bon d'État fonctionnait, le deuxième n'a pas fonctionné du tout. Et donc, ce qui a intéressé les gens, c'était l'intérêt. Ce n'était pas le but, ce n'était pas par envie d'aider l'État, c'était l'intérêt à percevoir. Donc l'État a effectivement toujours besoin de se financer correctement, et si on peut le faire par les citoyens, c'est bien. L'appeler vert ou écologique, ça dépend de ce qu'on met derrière, parce qu'on met tout derrière ces mots-là. Et l'unité du budget fait qu'on sait difficilement affecter une dépense à quelque chose de précis.
Bon, on peut le faire, mais on rejoint la discussion précédente qui est de savoir ce qu'on fait avec l'argent, comment on monitore ce qu'on fait avec l'argent et quels sont les résultats. Donc c'est plus anecdotique qu'autre chose. Nous, on pense que la transition, elle va beaucoup plus en partenariat public-privé, quoi qu'en pense mon voisin. C'est quand même le privé qui, d'une manière générale, quand il est encouragé, fait de la recherche et du développement qui produit des résultats. On le voit avec le secteur pharmaceutique que l'on a aidé, qui est un des meilleurs secteurs pharmaceutiques du monde. On a la capacité intellectuelle et opérationnelle dans nos entreprises de faire de l'innovation. C'est ça que l'on doit financer et c'est un partenariat entre l'État et le privé qui va permettre d'avancer. Alors, on peut faire un bon d'État vert, ça fera plaisir, ça fera parler, ça n'aura pas la même efficacité qu'une vraie politique industrielle. Et je pense que les deux ne sont pas antinomiques, hein. C'est pas pour rien que nous on est au centre, mais clairement, je pense que si le bon d'État, le second bon d'État n'a pas autant fonctionné, c'est en effet que la seule façon dont la Vivaldi a essayé de faire vivre ce bon d'État, c'était sur justement le taux d'intérêt et les avantages qu'on pouvait en retirer financiers immédiats. Et donc, une fois que la manne était vide et que le premier élan était fait, bah, après ça retombe évidemment. Moi, je suis assez persuadé qu'on peut encore, avec un peu de leadership politique sur ces sujets-là et d'incarnation politique de ces sujets-là, arriver à convaincre la population de plutôt se tourner vers des instruments financiers plus verts. Et si on s'engage à ce que ce bon d'État, et donc je suis étonné que vous ne l'ayez pas trouvé dans notre programme parce que c'est peut-être bon d'État écologique ou quoi, le contrôle F, mais en tout cas on a un bon d'État. Peut-être pas assez bien fonctionné. On défend tout à fait cette mesure aussi. Et donc peut-être un bon d'État engagé, peut-être. L'objectif est le même. Et donc financer l'État évidemment en mobilisant l'épargne privée parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'on a un pays qui est encore au niveau de ses citoyens extrêmement riche. Alors parfois cette richesse est mal distribuée, mais de manière globale, la richesse, elle est là. Et donc, il faut arriver à la capter pour l'investir dans la transition. Et donc, c'est bon d'État, c'est une bonne chose. Et ensuite, évidemment, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent une fois récolté? Ben, ça, évidemment, moi, je suis complètement d'accord avec mon voisin. Il faut évidemment privilégier un maximum le co-investissement avec le privé dans toutes les manières que ça peut, dans toutes les formes que ça peut prendre. L'État seul a toujours été, hein, alors on peut rêver d'autre chose, mais a toujours été un assez piètre gestionnaire et assez piètre investisseur en fait quand il est tout seul. Hein. On voit ça dans de multiples domaines. Regardez simplement l'état de nos logements sociaux et on comprendra vite qu'en effet les modèles alternatifs fonctionnent beaucoup mieux, sont beaucoup moins chers que quand l'État s'en occupe tout seul. Et donc là, évidemment, je pense que les deux ne sont pas autonomiques. Donc apparemment tout le monde est pour un bon d'État, sauf le MR. Non, on y est, mais c'est anecdotique. D'accord. Mais mon contrôle F n'a pas fonctionné. J'ai envie de rebondir sur une de vos remarques, c'est l'unité du budget. C'est comment est-ce qu'on s'assure, alors si on fait ce bon d'État thématique, ce bon d'État vert, peu importe comment on l'apporte, mais pour financer la transition, comment on s'assure que cet argent ne soit pas simplement versé au budget, mais qu'il soit bien alloué à des projets particulier. Mais si je peux juste commencer là-dessus, c'est en tous les cas ce qui a été aujourd'hui, notamment à Bruxelles, parce que je connais un peu le budget bruxellois, hein, qui est le budget de la région bruxelloise, c'est une des choses qui casse la confiance avec le citoyen, c'est que dans le budget bruxellois, le gouvernement a pendant 5 ans isolé ce qu'ils appellent les investissements stratégiques. Hein, c'est une partie du budget qui devait aller précisément à des investissements stratégiques sur le long terme. Et on avait parlé à l'époque beaucoup du métro en se disant en fait cet argent il doit servir au métro. Qu'est-ce qu'on voit après 5 ans? En fait, une grande partie de cet argent a été à des dépenses courantes, a été à l'achat de bus et de trams, ce qu'on a toujours fait dans l'histoire de la région, c'est pas des investissements stratégiques, à l'entretien des tunnels, chacun définira stratégique ou pas, à l'entretien de certains parcs immobiliers de nouveau. Et donc c'est là une question de confiance avec les citoyens qu'il faut arriver à créer, parce que si chaque fois qu'on fait ça une fois en levant de l'argent, en disant ça va être pour ça et on ne le fait pas, évidemment, là c'est foutu. Et c'est un peu le syndrome bruxellois qu'on a vécu ces 5 dernières années. Et donc ça après je pense que, je ne sais pas si on sait mettre ça dans des règlements, ça, je n'y connais pas assez, mais selon moi après c'est une question d'éthique. Hein. Le principe général c'est l'unité du budget, mais il y a des exceptions.
En Suisse, par exemple, pour faire passer les écotaxes qui sont en général assez mal ressenties par la population, ils ont créé des écotaxes en disant que l'affectation, c'était pour la santé et en précisant toute une série d'investissements qu'ils allaient faire. Donc ce n'est pas impossible de le faire, mais compte tenu du peu de succès de certaines des gestions publiques, je pense qu'il y a beaucoup de ménage à faire avant de faire ce genre de choses. Et je le rappelle, il faut quand même monitorer, il faut savoir ce qu'on va faire précisément. Quand on lance un emprunt d'État, ça ne donne pas non plus des moyens pour développer tout un basculement. Hein. Ce sont des moyens malgré tout limités, même si ce sont des millions d'euros. Mais il faut absolument tracer une ligne claire, être transparent sur la clarté et sur ce qu'on en fait, et faire l'évaluation après de ce qu'on a fait. Donc on est vraiment dans l'affectation de moyens publics. Alors Gilles disait tantôt que le MR était pour la réduction des dépenses de l'État. Ben oui, on est un des recordman en dépenses publiques. Et donc sur la réaffectation des dépenses publiques, sur la réaffectation des dépenses publiques à des bons objectifs, je suis d'accord. Mais pour faire ça, il faut avoir les moyens de ces ambitions. Et financièrement, on ne les a pas. On va être à 160% de déficit dans 10 ans. Juste pour rebondir, si je peux, je regarde la modératrice. Deux éléments sur la faisabilité. Bon, là, les collègues l'ont dit, je ne vais pas entrer en trop de technique, mais je pense qu'à un moment donné, quand le politique décide de dire on a récolté via un bon d'État vers X milliards d'euros, disons 1 milliard, eh bien oui, on a la capacité politique, et heureusement, de se dire ce milliard-là, on va le mettre dans l'investissement, dans l'isolation des bâtiments. Il faut le rembourser. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, on s'est vérifié ça, il y a des comptes, etc. Donc je veux dire, à un moment donné, c'est une question de crédibilité, de transparence, mais c'est la parole publique. Et si en politique, on n'est pas capable de dire cet euro-là, il va aller là, on a tous un problème. Alors techniquement, ce ne sera pas exactement d'une poche à l'autre, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que l'engagement politique, pour moi, fait foi dans ce type de gestion. Et le deuxième élément sur lequel je voulais quand même rebondir, je suis un peu mal à l'aise quand j'entends, de toute façon le public sont incapables de rien gérer, ça a toujours foiré. Bon, on peut rappeler que je ne suis pas sûr que le privé a toujours tout géré de manière magnifique. Rappelons un exemple au hasard, le secteur bancaire. En 2008, qu'est-ce qui s'est passé? Il a coulé. Bon exemple. Et, merci Benoît. Heureusement que je suis là pour en parler, parce que si on devait compter sur vous. Il a coulé, et qui est arrivé à sa rescousse? Le citoyen avec son argent et son épargne. Tout à fait. Et on peut sans doute s'en féliciter, mais ça a quand même coûté très cher au moment même si au fur et à mesure, ça a pu être... voilà. Et deuxième exemple, parce que je m'en voudrais de ne pas le citer, le ferroviaire. Les expériences de privatisation des trains, allez voir en Angleterre, allez voir un peu en Hollande, allez voir dans d'autres pays qui ont privatisé, c'est catastrophique. Donc moi je ne suis pas dans un dogme, l'État c'est des incapables, ils ne savent pas gérer un budget, et le privé fait tout de manière magnifique, ce n'est pas ce que nous portons. Je ne suis ni d'ailleurs pour tout au privé, ni pour tout au public. On essaie vraiment de pouvoir... Nous, on aime beaucoup les coopératives citoyennes de production d'énergie qui mettent des photovoltaïques sur leur toit et qui, en coopérative, s'organisent pour créer de l'énergie renouvelable. Moi, j'aime beaucoup ce modèle, et c'est un modèle qui n'est pas au public et qui n'est pas non plus entre les mains de grosses multinationales privées. C'est aux mains des gens, et moi, je me félicite de ce genre de modèle. Donc voilà, soyons un peu... Donc dans l'investissement, moi, je ne suis pas du tout contre le public-privé. Dans certains cas, mais ne disons pas, oulala, surtout pas le public incapable de gérer, ça, je voulais vraiment m'inscrire en faux par rapport à ce cliché. J'ai quand même dit 2 fois en commission finance qu'il n'y avait pas assez de banquiers en prison. Hein. 2 fois. Non, c'était parce que... Je propose qu'on enregistre ça, si c'est possible. On peut enregistrer cette phrase-là. Deuxième chose qu'on doit enregistrer. Hein. Non, sur la question du mot d'État, donc moi, ma crainte, c'est que de toute manière, ça ne suffira pas. Là-dessus, je suis en fait assez d'accord avec ce qui est dit. C'est que c'est un des instruments, et à mon avis, il faut voir beaucoup plus large par rapport aux investissements nécessaires, que ce soit les trains, que ce soit la transition énergétique. On a besoin de beaucoup plus de moyens financiers. Je vais commencer par dire ça. Donc, c'est de ce point de vue-là que je pense qu'il faut avoir plusieurs pistes. L'autre élément, mais j'allais dire la même chose que ce qui vient d'être dit, en Belgique, si on s'intéresse à l'histoire bancaire, pendant 150 ans, les banques étaient publiques et bien gérées. Il a fallu 15 ans de libéralisation, de privatisation, pour qu'elles fassent faillite. Donc, ça c'est la réalité. Donc, de ce point de vue-là, je pense que ce point de vue manichéen, c'est un peu simpliste. J'imagine qu'après on te donnera la parole, t'inquiète pas. Donc, et alors, pas de souci. Et alors sur la question justement du partenariat public-privé, enfin, faut pas en parler aux Liégeois avec le tram de Liège, je pense, mais ça c'est une parenthèse. Mais sur la question de dans quoi ils investissent, en 2022, le secteur énergétique privé, il a investi principalement dans le fossile.
C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, si collectivement, parce que finalement, c'est la collectivité qui doit décider dans quoi on investit l'argent, si collectivement on ne reprend pas en main ce secteur, évidemment que le privé va continuer à investir là où c'est rentable. Là où c'est rentable. Et le fait de faire des panneaux photovoltaïques et faire des éoliennes, c'est pas tout de suite rentable. Donc, je veux dire, je vois quelqu'un qui dit tantôt qu'il pourrait le démontrer, mais en tout cas, c'est ce que, effectivement, Total Energy ne croit pas. Et donc, c'est pas moi qui le dis. Le gars de Total Energy, le PDG, il a dit, tout ce que nous voulons de durable, ce sont nos dividendes. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, c'est très très clair. Donc, je pense qu'il faut faire un choix. Et moi, je suis pas en train de défendre qu'il faut tout nationaliser. Pas du tout. Je pense qu'il y a des secteurs qui sont essentiels à la survie de la société, notamment le secteur bancaire et notamment le secteur énergétique. Et de ce point de vue-là, il faut prendre une option. Si on ne la prend pas, on va encore devoir attendre 10, 15 ans, 20 ans avant une transition dont on a besoin très très vite. M. Gutiérrez l'a dit tout à l'heure. Non, mais juste sur le secteur des banques, je pense que en général, évidemment, le privé, c'est son objectif, c'est une rentabilité. Et donc c'est pour ça qu'il faut mettre un cadre sérieux, clair, régulé. Et c'est ce qui a manqué au secteur bancaire avant 2008. Il y avait un nombre de garde-fous, le secteur public, où le public n'avait pas été assez ambitieux, pas assez fort pour imposer un cadre réglementaire suffisamment... Donc quand le privé est fort, c'est la faute du public? Non, moi je ne sais pas de pointer des fautes. Je dis simplement que, en effet, je ne pense pas qu'il faut laisser le privé investir partout où le public doit aussi évidemment avoir son pied dedans. Et quand je parle d'investissement, c'est du co-investissement, c'est dans un cadre régulé évidemment, mais je reste persuadé que cette alliance public-privé est plus intéressante que le privé tout seul ou que le public tout seul, et dans quasi tous les secteurs. Nous, on pense qu'effectivement, il faut augmenter fortement les investissements publics. On doit atteindre 4% du PIB à l'horizon 2030 au minimum. Et il est faux de dire que le privé est plus efficace que le public dans les investissements. Si on voit aujourd'hui l'état des écoles ou des logements publics, c'est aussi parce qu'on a fortement diminué les investissements publics. C'est pour ça que maintenant, avec le plan de relance, on les a fortement augmentés. Il faut continuer à augmenter les investissements publics et là, on verra l'efficacité. Je peux juste réagir, c'est très court. En fait, la question, c'est quand on dit on veut augmenter les investissements publics. Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on veut augmenter les dépenses publiques ou est-ce qu'on veut restructurer les dépenses publiques pour mettre plus du côté de l'investissement et moins dans certaines dépenses qu'on va devoir réduire, notamment le train de vie de l'État, mais évidemment, c'est pas le seul parce qu'avec ça, on va pas tout régler. Mais parce que sinon, on a l'impression qu'il y en a qui veulent plus investir et d'autres... Non, je pense qu'on veut tous augmenter l'investissement public, mais moi, ce que je pense, c'est que ça doit se faire dans un cadre budgétaire relativement rigide, parce que malheureusement, je ne sais pas si vous avez vu un peu les dépenses qu'on a fait ces 3, 4, 5 dernières années, notamment pour le Covid, et il fallait sans doute le faire en grande partie, mais il y a un moment donné, il va falloir rembourser tout ça aussi. En tout cas, si on compte majoritairement sur le privé pour financer la transition climatique dont on a besoin pour atteindre la neutralité carbone après 2050, on n'y arrivera pas parce que la plupart des projets ne sont pas financièrement rentables à court terme. Donc le privé n'investira pas dans la transition. On a besoin d'investissements publics pour réussir la transition. Les éoliennes offshore sont un bel C'est un des seuls. Et surtout, si on n'investit pas... Donc, moi, ce discours un peu qui nous ramène vers des temps, vers l'austérité, clairement, de dire il faut arrêter d'investir, notre seul objectif politique, c'est le budget à l'équilibre. Moi, je trouve que c'est un objectif politique parmi plein d'autres qui sont, à mes yeux, beaucoup plus importants. Je pense que si on n'investit pas aujourd'hui, le coût demain, dans 5 ans, dans 10 ans, sera beaucoup plus grand en fait pour investir. En termes de sécurité sociale, qualité de l'air, environnement, tout ça c'est pour notre sécurité. Si on n'investit pas aujourd'hui, en investissement, je ne parle pas en dépenses courantes, en investissement, mobilité douce, isolation des bâtiments, énergie renouvelable, c'est demain les coûts de la sécu qui vont encore plus exploser parce qu'on aura plus de maladies liées à cela. Et c'est évidemment les coûts aussi liés au dérèglement climatique. Je n'ai pas envie de rappeler ici les inondations évidemment terribles en Wallonie. Il suffit malheureusement d'ouvrir sa TV tous les jours pour voir à quel point le climat se dérègle complètement. On parle aujourd'hui sur la RTB, on parlait de 65 degrés ressentis à Rio. Enfin, sérieusement quoi. Si on n'investit pas aujourd'hui, moi vraiment je veux casser ce discours politique qui existe. Conservateur de dire non, là on va rentrer dans une période d'austérité, avec les nouvelles règles européennes, je sais qu'on va en parler, mais pour nous c'est vraiment l'inverse qu'il faut faire, parce que ne pas investir aujourd'hui, c'est creuser nos déficits sociaux, de santé et environnementaux de demain. Bon, t'as cassé mon enchaînement. Je voulais le faciliter en fait. Mais voilà, parlons-en justement d'investissement public, parce que la marge de manœuvre des États va fatalement être limitée.
mi-avril, fin avril, normalement, voilà, il va falloir voter pour les nouvelles règles budgétaires européennes. Vous l'avez vu, les syndicats manifestent déjà contre le retour de l'austérité. Si on entend la secrétaire d'État au budget, Alexia Bertrand, elle dit déjà qu'il faut serrer la vis. Alors comment est-ce qu'on va concilier, selon vos partis, d'un côté ces nécessaires investissements publics pour soutenir la transition, et de l'autre des règles budgétaires qui fatalement serrent la vis et referment le robinet? Comment on concilie? Je veux bien commencer là-dessus. Bien sûr, il faut des règles budgétaires claires qui nous ramènent à un certain équilibre, mais c'est en faisant la différence entre l'investissement et la dépense. Enfin, voilà. Et ça, dans un budget, comme on le fait un peu au niveau communal, il y a le budget ordinaire et le budget extraordinaire au niveau communal, et donc ça permet de bien montrer ce qu'il y a dans l'investissement, et il y a des règles là, différentes pour l'un et l'autre budget. C'est ça qu'on doit faire, évidemment. Parce qu'il n'y a rien à faire. Il va falloir, en effet, investir massivement, mais on ne va pas pouvoir faire ça dans n'importe quel cadre budgétaire. Ça, c'est pas vrai. Et donc, moi, je suis d'accord avec ce que Gilles a dit. Il va falloir investir et massivement parce que c'est pour demain et que ça va faire des économies demain. Mais ça doit se faire dans un cadre budgétaire adéquat, c'est-à-dire avec quand même, en maîtrisant un peu son déficit, en commençant à rembourser un peu les dettes qui ont fortement augmenté. Et ça peut se faire, je pense, en réallouant et en restructurant les budgets. On est à un niveau de non-soutenabilité de notre dette. Ça veut dire que si on continue comme ça, et la Wallonie y est bientôt, on va à la faillite. On a un taux de dépenses publiques de 55%, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un record au niveau européen. Avec une situation comme celle-là, si on ne fait pas attention à ce qu'on fait, on aura envie de le faire, mais on ne saura plus rien faire du tout. Alors, il faut réduire notre taux de dépenses publiques, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, et il faut surtout augmenter le niveau d'activité de notre État. On sait qu'on a un taux d'emploi qui est beaucoup trop faible, et on sait aussi que si on arrive aux 80% auxquels on voudrait bien arriver, ça fait plus de 30 milliards de recettes. Si on veut financer des dépenses, il faut créer des revenus, et pour créer des revenus, il faut développer l'activité. Vouloir dépenser maintenant dans la situation dans laquelle est notre pays, et ce n'est pas que l'Europe qui le dit, on risque chaque fois une baisse de cotation de notre pays par rapport à l'état de nos finances publiques et la façon dont on gère. Et je ne parle pas de la Wallonie qui est encore dans un état bien pire que ça. Donc il faut quand même rester raisonnable, il faut investir bien entendu, il faut encourager la transition, il faut des incitants fiscaux ou des primes pour encourager la transition, mais il faut se donner les moyens et pour ça il faut réduire ses dépenses et augmenter ses revenus. Donc sans étonnement, je suis en désaccord total avec ce qui vient d'être dit. Donc, non, parce qu'il y a quand même la confusion dans le débat. La première confusion, c'est qu'on essaie de nous faire croire que le budget d'un État fonctionne comme le budget d'un ménage. Donc il y a une tribune très intéressante d'ailleurs d'économistes en Flandre qui ont parlé de ça. Donc en fait c'est un mythe, ça ne fonctionne pas comme ça. Je veux dire, évidemment qu'un budget d'un ménage, il est fini. À un moment donné, tu dois à un moment donné arrêter de dépenser par rapport à ce que tu gagnes. Mais le budget d'un État, il est directement en rapport avec les investissements productifs qu'il fait. Je veux dire, il n'est pas directement en rapport avec uniquement tes dépenses. Donc, et donc, de ce point de vue-là, il y a un mythe qui est en train d'être construit par rapport à ça. Alors, quand on dit, oui, c'est pas que l'Europe qui nous dit. Qui nous dit? C'est la Commission européenne, et puis c'est les banques. Voilà, ça c'est les deux interlocuteurs qui nous disent il faut absolument économiser et qui inventent des chiffres, qui disent voilà, 60% de dette maximum, 3% de déficit maximum. C'est vraiment basé sur aucune étude économique. Ces chiffres-là, ils ont été inventés, donc vraiment au doigt mouillé, quoi. Pourquoi on doit effectivement obéir à ça? Il y a des pays, par exemple le Japon, il est endetté à concurrence de 255%. Je veux dire, et pourtant les banques continuent à lui prêter de l'argent. C'est parce que c'est lié à la vivacité de son économie, à son dynamisme. Et donc donc je suis pas en train de dire qu'il faut aller dans cette extrémité-là, mais c'est pour relativiser le problème. Et en tout cas, ce qui est clair par rapport au débat qu'on a ce soir, dans les règles européennes, je ne sais pas si, j'imagine que certains ici se sont penchés sur le texte qui a été soumis au Parlement européen, la transition écologique est impossible. C'est impossible. Hein. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais interroger les différents partis par rapport à ça, parce que on met des choses dans son programme. J'entends par exemple, je t'ai dit que j'étais en débat avec M. Nollet hier, qui dit qu'il faut 15 milliards d'investissements. Moi je suis tout à fait d'accord avec ça, mais le gouvernement belge ne s'est pas opposé à l'austérité. Donc ces 15 milliards d'investissements, comment il va les trouver? Ça va être super compliqué.
Et donc là, on a maintenant une opportunité. On a une opportunité. Oui, on s'est abstenu parce qu'il n'y a pas d'accord au sein du gouvernement. Il faut dire les choses. Non. Essayons de relater les choses de manière correcte. Donc il y a une abstention. On n'a pas mis notre accord pour ces règles. Il y a une abstention de la Belgique. Voilà, une abstention de la Belgique. Le processus continue, comme si de toute façon la Belgique ne s'y opposait pas. Donc c'est ça qui s'est passé. Et donc il faut absolument que la Belgique s'y oppose, pas s'abstienne, s'oppose à cette austérité. Il faut faire un front de pays pour s'opposer à ça. Et juste terminer par rapport à ça, l'austérité on l'a connue. Tous les économistes étaient clairement d'accord que c'était vraiment une mauvaise idée pour le futur, complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit par rapport à ça. Et donc c'est maintenant le momentum, à un moment donné, de dire en fait on est contre cette logique-là. Il ne faut pas confondre austérité et bonne gestion. C'est deux choses complètement différentes. Ouais. Les règles budgétaires européennes telles qu'elles se dessinent en tout cas sont on pense vraiment une erreur historique. Ça replonge l'Europe dans l'austérité. Les États-Unis, la Chine, d'autres pays du monde n'ont aucun mal à investir. Ils investissent dans la transition, ils investissent dans la création d'emplois. Ils ont des économies beaucoup plus dynamiques que les nôtres. Et nous, pour des raisons purement idéologiques, on replonge dans l'austérité. Donc nous on demande vraiment une immunisation des dépenses, des investissements sociaux et des investissements dans la transition climatique, des nouvelles règles budgétaires européennes. Et dernier élément, la prise en compte des dépenses primaires plutôt que du solde structurel pour évaluer la baisse de la dette publique, c'est une aberration parce que ça empêche de tenir compte de nouvelles recettes fiscales et notamment par exemple une taxe sur les grands patrimoines dans l'évaluation de la baisse de la dette publique. Donc ça vraiment du côté du PS on se pose une nouvelle règle. La Belgique s'abstient parce que voilà, il y a une droite, une droite au gouvernement, il n'y a pas d'accord. En tout cas au Parlement européen, c'est une nouvelle règle européenne et donc ça dépend des députés. Voilà. Ah oui. Donc voilà, mais voilà, on s'oppose vraiment à ce retour à l'austérité. On pense que c'est vraiment une très très grave erreur que commet l'Europe. Donc oui, sur les règles européennes, donc nous on est vraiment opposés à ce que propose la Commission en tant que parti écolo et famille écologiste, parce que l'ensemble du groupe européen des Verts va s'opposer à ces règles qui seront effectivement en tout cas remises au vote fin du mois. Ça serait bien, d'ailleurs j'entends la collègue socialiste qui dit nous on est contre, très bien, mais l'ensemble du groupe socialiste au Parlement européen malheureusement ne vote pas, ne s'y oppose pas. Donc si on avait un front, ça serait bien. Donc c'est bien que ce qu'on dit dans les débats peut être... Non, mais voilà, je précise parce que voilà, autant aller ensemble. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est pas... Parce que ici on mélange beaucoup de choses. On parle de dépenses, on parle d'investissement, ça c'est pas exactement la même chose. Les 3%, c'est sur les fameux 3% qui existent aujourd'hui, mais qui vont être revus pour être encore plus stricts. Donc, nous, en tout cas, on est contre ces nouvelles règles parce qu'effectivement, on estime que ça va coincer complètement les États par rapport même à des objectifs pour nous nécessaires d'investissement. Et la deuxième chose, c'est qu'on est pour une règle d'or climatique, comme on l'a appelé dans notre programme, c'est-à-dire immuniser tous les investissements en lien avec le climat. C'est-à-dire que, comme on l'a fait en fait à l'époque, alors je prends un exemple un peu pénible parce que c'était à l'époque de la lutte contre le terrorisme, mais on avait immunisé tous les investissements de sécurité. Si on a pu le faire à l'époque par rapport à un vrai enjeu extrêmement complexe, je pense que nous en tout cas nous insistons pour qu'on... Et la Commission là par contre est en train de... Le débat est en cours, mais il faut pour nous sortir de ces règles budgétaires européennes tous les investissements en lien avec le climat. Et alors évidemment définis précisément, mais donc de nouveau dans la transition énergétique, dans la mobilité douce, tout ce qui est investissement, pour nous ça doit être immunisé pour les raisons qu'on a explicitées juste avant. Et juste pour dire aussi un mot par rapport au débat qu'on a ce soir, qui je trouvais est intéressant à cet égard aussi, je pense que l'enjeu aussi des élections qui arrivent, d'ailleurs que ce soit au niveau européen, fédéral et à mon avis régional aussi, on voit vraiment qu'il y a deux tendances en fait. Il y a la tendance conservatrice qui va nous expliquer qu'il faut faire pause en fait. Il faut faire pause, il faut revenir à une certaine rigueur, austérité budgétaire, etc. Et faire pause sur les mesures climatiques, environnementales et sociales. Nous, en fait, on pense qu'il faut faire exactement l'inverse, c'est-à-dire accélérer la transition et investir. Mais je pense que le clivage majeur du débat qui arrive pour les élections, c'est celui-là. Juste peut-être pour clarifier, est-ce que vos représentants européens voteront pour ou contre fin avril ces nouvelles règles budgétaires ? Alors nous, contre 100% du groupe européen. Voilà. Au niveau du groupe du PS, les députés voteront contre. Tous les députés du groupe socialiste. PS, c'était pas clair. Vous dites que c'était pas clair pour moi, c'était pas clair pour tout le monde. Ok.
Donc évidemment, notre député va voter contre, le groupe de l'EF va voter contre, évidemment. Et j'aurais quand même juste signalé que moi j'ai vu la déclaration de M. Durupo qui s'est opposé à l'austérité. Il a dit « je m'oppose en fait à la manière dont c'est organisé ». Donc pas à l'austérité en tant que telle, donc il faudra quand même clarifier la position du Parti socialiste. L'immunisation des dépenses dans la transition et des investissements sociaux, c'est quand même une grosse partie. Ouais, mais donc justement, c'est ce qui me fait réagir à ce que j'entends, c'est immuniser certaines dépenses. Ça veut dire qu'on accepte le cadre austéritaire, sauf certaines dépenses. Mais évidemment, contre le cadre, et par ailleurs, on propose d'immuniser. Donc il va y avoir évidemment un empêchement de pouvoir investir dans la transition écologique, mais aussi un empêchement d'investir dans le social. C'est ça que va faire effectivement le cadre austéritaire. On l'a déjà vécu, on le sait, on l'a déjà vécu. Et donc ça, évidemment, pour nous, c'est hors de question. Et donc on doit sortir du volant budgétaire européen. Ça, c'est notre thèse. C'est pas l'Europe qui doit décider comment, effectivement, on doit gérer ce budget. Ils l'ont déjà fait, on a déjà montré toutes les limites de l'exercice, c'est bon, il faut arrêter. Maintenant, on a effectivement besoin d'argent pour investir. Mais par contre, il faut bien gérer. Ça, c'est autre chose. Et moi, je suis parfois étonné, effectivement, même du discours de la droite, de dire il y a certaines dépenses qu'on veut économiser et d'autres qu'on ne veut pas économiser. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, sur les aides aux entreprises, là, on ne veut pas économiser, là, on ne veut rien voir, pas de transparence. Par contre, quand il s'agit de budgets sociaux, là, on veut économiser et là, on veut effectivement absolument couper dans les budgets. Il y a un choix qui est fait. Ce n'est pas une question de bonne gestion. Il y a un choix qui est fait. Et nous, ce choix, évidemment, il nous pose problème. En effet, nous, on pense en effet que l'encouragement des entreprises qui créent de l'emploi, c'est important. La planche à billets, oui, parce qu'on parle de boîtes qui licencient. Hein. Alors, par rapport à la question de savoir si on votera pour, évidemment qu'on votera pour, parce qu'il faut se mettre des barrières à soi-même par rapport à ce que l'on fait. Immuniser des investissements verts, comme Gilles les a décrits, je n'ai pas de souci à ce qu'on immunise comme on l'a fait en matière d'attentats terroristes, etc. Le problème, c'est que quand on immunise une dépense, c'est une dépense qui s'ajoute aux dépenses que l'on fait aussi. Et donc, on aggrave la situation. On peut immuniser, mais à condition de faire des efforts par ailleurs. Et je ne parle pas d'austérité, c'est vous qui parlez d'austérité, parce que vous pensez que faire attention à ce qu'on dépense, c'est de l'austérité. Non, c'est de la gestion. Alors tu dis, ce n'est pas le budget d'un ménage, ce n'est pas le budget d'une entreprise. Non, mais qu'est-ce que c'est alors? C'est un trou sans fond. Allez jusqu'au bout de la réflexion alors. Et alors demander la transparence des dépenses qui vont aux grandes entreprises qui licencient. Alors là, peut-être je peux suivre votre raisonnement. Mais quand on pose cette question-là, de savoir pourquoi on donne de l'argent à AGC, à Caterpillar, à ArcelorMittal, alors qu'en fait ils ne se gênent pas de licencier leur monde, là il n'y a plus personne. La droite ne pose pas de problème de gestion. Donc c'est là qu'il faut alors être conséquent et poser le problème de gestion pour tous les postes de dépenses de l'État. Je te signale que l'exemple de la sidérurgie wallonne, dans laquelle on a investi beaucoup d'argent, ça a abouti à rien du tout. Quand la Flandre faisait des investissements porteurs, par exemple Zeebrugge et tout ce qui a été développé, quand on fait des investissements aujourd'hui dans l'offshore, quand on fait maintenant un projet d'île énergétique, ça, ce sont des investissements intelligents. Mais pour les payer, il faut les moyens de les payer. Alors tu dis que le budget d'un État, ce n'est pas le budget d'un ménage, non. Mais ton montant de remboursement de la dette, il finit par croître et tu n'as plus les moyens de faire quoi que ce soit. Oui, sur le vote, je ne sais honnêtement pas vous répondre. Donc nous, on est au sein du plus grand groupe politique au Parlement européen, le PPE, et donc qui, a priori, est évidemment derrière ces mesures-là, mais ce n'est pas la première fois qu'on essaye, à l'intérieur du plus grand groupe, d'essayer de donner quelques accents plus progressifs sur ce genre de sujet. Et c'est pas la première fois à mon avis, c'est impossible qu'on s'abstienne sur ce point-là, à vérifier. Donc c'est pas vous dire comme ça. En tous les cas, tout ce qu'on défend toujours dans ces discussions va dans le sens de ce que j'ai dit jusqu'ici, c'est-à-dire oui, une plus grande rigueur budgétaire, mais en continuant à permettre tout ce qui est investissement, donc que ce soit par une règle d'or, comme Écolo le dit, que ce soit par une différenciation dont j'ai parlé en début de mon intervention précédente. Tous ces systèmes-là peuvent fonctionner tant qu'on garde un moyen d'investir, tout en faisant de la rationalisation là où c'est possible sur les dépenses courantes, parce que ça, malheureusement, on ne va pas y échapper. Je signale qu'ils sont tous vertueux, mais que le Parlement européen, il y a une minorité de libéraux et que les décisions sont prises. Donc il y a quand même bien quelqu'un qui les vote.
Parce que finalement, personne ne vote, mais les décisions elles vont passer quand même. L'alliance PPE. Non, c'est très bien qu'ils votent. Faut pas faire comme si on ne le savait pas. Donc, il y a le groupe socialiste européen, je veux dire, qui est divisé. La majorité du groupe socialiste a voté effectivement C'est les pour. plus gros groupes. Les Verts ont voté contre, je pense. Le PPE a voté pour et les libéraux ont voté pour. Donc, il n'y a pas de mystère. Oui, mais moi je l'ai dit. Il n'y a pas de mystère. Moi je l'ai dit. Tous les autres, ils ont dit non. Moi je l'ai dit qu'on va voter pour. Allez, on va passer. Non, mais c'est de la rigolade. On va passer à un C'est autre pas parce point qu'on qui, est à en mon avis, Belgique va vous devant un amuser auditeur aussi. belge qu'il faut dire n'importe quoi. Non, mais le PPE ne vote pas toujours comme un seul homme, c'est tout. Ouais, les socialistes non plus, moi je suis pas responsable de ce que font les socialistes roumains. Il y a une majorité qui va le voter. Ah oui, mais peut-être pas une majorité au sein des francophones belges. Voilà. Mais on n'est pas beaucoup avancé avec ça. On passe à la thématique suivante, mais je suis sûre La que démocratie, vous allez avoir de quoi échanger également. Adorer aussi. On sait que la thématique principale de cette campagne, c'est le pouvoir d'achat. Les différents sondages le montrent, c'est la préoccupation principale des Belges, et donc les partis mettent le paquet à ce niveau-là. On sait aussi qu'il y aura une taxe carbone en Belgique, en Europe, une taxe carbone déguisée, mais qui influera sur une taxe, enfin un signal prix, quelque chose qui influera sur le prix des carburants, sur le prix du mazout et du gaz. Le PTB est contre dans son programme. J'aimerais entendre chacun de vos partis sur ce point. Alors sur la fiscalité, oui. Peut-être juste pour contextualiser, une taxe carbone, ça a effectivement un effet sur le pouvoir d'achat directement, mais ça a aussi un effet de catalyseur. On sait que quand le prix augmente, ça aide à changer les comportements. Donc il y a deux effets dans la balance. Oui, sur l'aspect fiscal, parce qu'en fait, c'est en fait une vision globale de la fiscalité qu'il faut avoir. Nous, on est assez ambitieux, effectivement, dans notre programme par rapport à la fiscalité en général, par rapport, vous disiez, au pouvoir d'achat, au pouvoir de vivre. Hein, donc, c'est plutôt le pouvoir de vivre dignement, se loger, manger, pour avoir accès aux besoins de base. Donc là, on a une réforme fiscale qui abaisse la fiscalité sur le travail, jusque plus ou moins pour la moitié des travailleurs et des travailleuses. Ce qu'on a en tout cas modélisé, c'est jusqu'au ce qu'on appelle le salaire médian. Qu'on soit d'ailleurs indépendant ou salarié, quel que soit son statut, on y gagnera. Et donc ça, c'est pour effectivement encourager et augmenter les bas et moyens salaires nets. Et par ailleurs, une fiscalité environnementale, effectivement, dans laquelle on intègre, comme vous dites, le signal prix, la taxation carbone au niveau européen, je précise, je ne pense pas que la Belgique doit commencer à être seule par rapport à ça. Et par rapport à cet élément-là, pour nous, l'intégralité du produit de cette taxe doit revenir aux citoyens via toute une série justement d'aides à la transition. Pour nous, c'est très clair, ça ne doit pas être quelque chose qui est prélevé de la poche des citoyens, non, c'est prélevé de ceux qui ne respectent pas les enjeux climatiques, puisque ça sera bien ça l'objet de la taxe sur les émissions carbone, notamment des industriels, mais aussi de l'ensemble de la société, mais ça doit être redistribué aux citoyens, européens en l'occurrence, mais avec une quote-part pour chaque pays. Et le troisième élément qui est pour nous fondamental dans cette réflexion, parce que pour nous il faut le prendre en globalité, c'est aussi les subsides aux fossiles qui existent aujourd'hui au niveau fédéral en Belgique. C'est 13 milliards d'euros par an. Par an, 13 milliards d'euros de subsides aux énergies fossiles. Alors ça va des voitures salaires jusqu'à des ailes professionnelles. Enfin voilà, si vous accumulez tout ça, chaque année c'est 13 milliards. Il y a des choses auxquelles on veut évidemment absolument pas toucher, parce que c'est un rôle social fondamental. Je pense au tarif social par exemple pour l'énergie, pour aider les personnes les plus précarisées. Il n'est pas question évidemment de toucher à cela. Mais le reste, ça nous ferait quand même encore un petit 10 milliards par an. Oui, il faut aussi pouvoir le réinjecter autrement et faire ce qu'on appelle effectivement un shift fiscal écologique pour encourager tous les comportements en lien avec la transition. Donc c'est pas uniquement, ce que je veux, c'est pas focaliser sur la taxation carbone européenne, c'est vraiment un ensemble qui fait qu'on va encourager nos concitoyens à se lancer dans la transition et les aider aussi financièrement, c'est le rôle de l'État. Par rapport à ça, chacun son tour. Okay. Alors, pour nous, voilà, il faut en venir aussi au rôle de l'impôt. Le rôle de l'impôt, c'est de réduire les inégalités, redistribuer les richesses. Donc ça, c'est un point important. Ça vaut pour tous les impôts, y compris les impôts environnementaux. Pour la taxe carbone, on est favorable à une taxe carbone aux frontières de l'Union pour les produits entrant dans l'Union, mais ça s'arrête là. Une taxe carbone en intra-belge, ça n'a aucun sens, ça ne ferait juste que pénaliser le consommateur belge, ça le pousserait à aller à l'étranger, ça alimenterait l'inflation, donc pour ça n'a pas de sens.
Au niveau de la fiscalité indirecte environnementale, on est de façon générale contre une fiscalité punitive, entre guillemets, je mets des guillemets à punitive, on veut une fiscalité incitative, pas une fiscalité qui punit le consommateur, mais une fiscalité qui incite le consommateur à changer de comportement. Donc on pourrait avoir des baisses de TVA sur les produits bio, une baisse de TVA sur les produits issus des circuits courts. Ça, on n'a évidemment aucun souci avec ça. Mais il ne faut pas oublier que pour réussir la transition climatique, on a besoin de l'adhésion de la population. Si tout à coup on le surtaxe pour des produits qui, pour lui, faisaient partie de sa vie quotidienne, on perdra l'adhésion de la population. Deuxième élément, par rapport à la fiscalité environnementale comportementale, par définition, elle ne peut pas financer la transition, puisque le but est de faire changer les comportements, et c'est très bien, on fait changer les comportements aux consommateurs. Une fois qu'ils ont changé de comportement, la recette de la taxe devient nulle, et on ne sait plus financer la transition. C'est pourquoi, troisième élément, nous, on propose pour financer la transition, entre autres choses, un impôt sur les grands patrimoines à partir de 1 250 000 euros de patrimoine, et ça rapporterait, selon le bureau du plan, entre 4 et 5 milliards d'euros par an en intra-belge. On préfère on va essayer de le faire, on espère l'avoir au niveau européen, puisque dans ce cas-là, ça réduira la concurrence fiscale entre États et ça permettra de maximaliser les recettes. Mais pour nous, la taxe sur les grands patrimoines doit être affectée au moins partiellement au financement de la transition, et entre autres impôts qui doit financer la transition. Mais ce n'est pas le seul. Bah oui, comme tu l'as dit, nous on est absolument opposés à cette logique de taxe carbone. En fait, c'est ici quand on rentre à Bruxelles par exemple, donc c'est une zone de basse émission, donc si on rentre avec la mauvaise voiture, on paie 350 € d'amende. Et donc l'idée selon laquelle, par une écologie taxatoire et punitive, on va changer les comportements, nous on est totalement opposés à cette idée-là. Vraiment. Donc je pense que les gens, quand ils le vivent comme ça, évidemment, ils ne vont pas adhérer à l'écologie, ils vont en fait la détester. C'est d'autant plus illogique qu'en fait, on ne se concentre pas sur ceux qui font la pollution. Et donc, par exemple, quand on parle de la pollution de l'air, il y a 4 grandes entreprises, dont ExxonMobil, dont Total Energy, qui sont responsables de 20% de la pollution de l'air. Donc, ça, c'est la situation. Et donc, c'est à eux qu'on doit s'intéresser. C'est eux qui doivent évidemment, d'abord, assumer les dégâts écologiques qu'ils commettent. C'est comme par exemple à Wallonie, vous avez passé à Bruxelles, mais à Wallonie, il y a la taxe déchets. Donc quand moi je sors ma poubelle, je dois payer 200 € par an pour sortir ma poubelle, mais je ne suis pas exprès d'avoir des déchets dans ma poubelle. Je veux dire, je ne suis pas responsable du suremballage, je ne suis pas responsable de tout ce qui est effectivement dans les magasins. Donc il y a quand même quelque chose de particulier dans le fait qu'on ne s'occupe pas des producteurs, on fait finalement comme si c'était le consommateur final ou le citoyen qui était fautif dans la situation climatique. Et ça, c'est faux. D'autant plus, et là je suis d'accord avec ce point-là, il faut évidemment créer l'adhésion. Et si on veut créer l'adhésion, il faut créer évidemment des possibilités, par exemple de prendre le bus de manière efficace, confortable et accessible. Il faut donner la possibilité d'avoir des primes qui sont pas trop compliquées. Moi, je suis locataire, mes 2 propriétaires sont universitaires, ils ont renoncé aux primes, donc tellement c'est compliqué. Donc je veux dire, c'est là-dessus qu'il faut évidemment travailler pour pouvoir évidemment inciter un changement de comportement. Et moi, ce que je vois évidemment, c'est que dans l'ensemble des gouvernements Vivaldi ou régionaux, on est dans une écologie punitive. On est vraiment dans une écologie punitive, et ça, il faut vraiment abandonner cette logique-là, parce que c'est pas ça qui va faire que les gens vont apprécier le combat écologique. C'est le contraire qui se passe notamment dans les couches populaires, c'est qu'ils commencent à détester le combat écologique à cause justement de cette logique taxatoire. Je ne sais pas si on peut réagir maintenant ou après, parce qu'il y a beaucoup de choses assez insensées qui ont été dites sur Bruxelles, mais ça. Par rapport à la taxe carbone, donc elle existe déjà au niveau européen, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. On a eu Annemie Turtelbaum tantôt au Parlement, qui représente la Cour des comptes européenne, et elle disait que la taxe carbone au niveau, par exemple, des bateaux et des avions, ça commence vraiment à porter ses fruits. Par contre, la taxe carbone sur les véhicules, et notamment les véhicules de particuliers, ne porte pas du tout, parce qu'on a une augmentation de la production de CO2 au niveau des particuliers. Alors, quand Gilles parle des dépenses qui sont faites par rapport à l'énergie traditionnelle, c'est vrai qu'il y a des voitures qui sont payées, qui sont des voitures salaires, et qui sont justifiées par le fait qu'on a un taux d'imposition qui est trop élevé.
Et on n'aurait pas inventé tous ces mécanismes-là qui sont évidemment moins taxés si on n'avait pas un taux d'imposition trop élevé. Donc je pense que tout le monde d'ailleurs est plus ou moins d'accord, peut-être avec des variantes, mais sur la nécessité de redonner du pouvoir d'achat via la fiscalité. Et ça suppose évidemment qu'on ait les moyens de le faire. Et un des moyens de le faire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de créer de l'activité et d'avoir des recettes parce qu'on élargit la base et parce qu'on a des gens qui vont cotiser ou qui vont payer des impôts. Mais la nécessité de redonner du pouvoir d'achat, elle est évidente parce que sinon, on en vient à ce que tu disais, c'est qu'il y a un blocage. Alors, on crucifie les écolos parce que c'est de leur faute, hein, mais globalement, on ne se rend plus compte de la nécessité de ce qu'il faut faire parce que les coûts sont trop importants. Donc, par rapport à une taxe carbone interne au niveau, je parlais de celle qui est européenne et qui permet d'éviter des concurrences intra-européennes, par rapport à la taxe carbone dans notre pays, c'est plutôt les pouvoirs publics qui doivent décarboner de plus en plus pour que le citoyen n'ait pas à payer une taxe carbone complémentaire. Bien, oui, plein d'éléments. Évidemment, dans ce débat, d'abord sur en effet le paysage fiscal global en Belgique. Il est clair que le travail est trop taxé. J'entends que tout le monde est d'accord, mais c'est quand même pas si facile. Hein. On voit, c'est surtout le plus grand échec de la Vivaldi, c'est cette réforme fiscale qui n'est jamais arrivée. Et qui même dans les projections, en fait, c'était vraiment à la marge, en fait, comme baisse de charge au travail. Nous, on a déposé un plan fiscal chiffré qui est disponible sur le courage-de-changer.be, tout est là, et où on propose vraiment une diminution des charges au travail, mais pas de quelques pourcents, de 20 à 25%, de le faire vraiment sérieusement, mais dire qu'on va pouvoir faire ça sans toucher au reste et simplement en augmentant l'activité économique, évidemment, ça ne tient pas la route non plus. Et donc, nous, notre motto, c'est de dire 1 euro gagné par le travail doit être taxé de la même manière qu'1 euro gagné par le patrimoine. Donc l'idée, ça n'est pas de taxer le patrimoine, parce que le patrimoine, c'est le résultat de quelque chose qui a déjà été taxé. Par contre, taxer le revenu du patrimoine, bien sûr, parce qu'il n'y a aucune raison qu'1 euro de revenu généré par du patrimoine soit moins taxé qu'1 euro de revenu généré par du travail. Et aujourd'hui, c'est déjà le cas. Alors, on dira qu'il y a déjà une forme de taxation sur le revenu du patrimoine, bien sûr, il y a déjà des mécanismes qui existent, mais globalement, les taux, si vous globalisez les choses, sont nettement moins élevés que sur le travail. Et donc, il faut égaliser ça. Il n'y a aucune raison que ça ne soit pas le cas. Alors, sur la suppression des aides aux fossiles, évidemment, ça, nous, on est tout à fait partant. Pareil pour les voitures salaires, il faut sortir de ce système qui n'a aucun sens. Oui, c'est une compensation historique au fait que le travail était trop taxé, donc alors, taxons moins le travail. Et c'est réglé. Sur les entreprises, simplement pour répondre au PTB, oui, mais si... Vous avez aussi raison qu'il faut évidemment réglementer les entreprises. Mais ne rêvez pas, hein, si vous allez réglementer les entreprises qui doivent faire des investissements pour moins polluer, ils vont répercuter ça sur leur prix de vente et ça va aussi atteindre au final le citoyen. Donc ne croyez pas que simplement en réglementant les entreprises, tout va être réglé sans aucune douleur pour le citoyen. Mais bien sûr que non. La transition, elle va demander des investissements. Qui peu importe ce le fasse, rien ne se paie, rien ne se crée, et il va falloir faire des efforts collectifs là-dessus. Et donc nous, on est pour une taxe carbone. Je pense que, comme écolo, oui, je termine, on est vraiment pour une taxe carbone avec une redistribution directe. Et c'est juste là que je veux peut-être faire la différence avec ce que tu disais, Gilles, c'est que cette redistribution, elle doit être directe, précise. Nous, on préconise même que ça se fasse en monnaie sonnante et trébuchante. Hein. Ça, c'est un grand projet européen. Que les gens voient, effectivement, que le retour de cette taxe carbone soit directement sur leur compte en banque et qu'alors, ensuite, ils peuvent évaluer les investissements et les dépenses qu'ils font en toute connaissance de cause, mais que ce soit eux qui soient maîtres de l'argent, pas que ce soit uniquement une redistribution via des grands investissements stratégiques et d'infrastructures sur lesquels ils ne voient pas le résultat, pas le retour direct dans leur portefeuille. Je dis pas que c'est ce que tu as dit, hein, mais... Non, mais nous aussi on est plutôt pour que ce soit redistribué en euros, donc c'est aligné là-dessus. Moi je voulais quand même réagir parce que là on a eu quand même le festival de clichés sur la politique de la mobilité à Bruxelles. Alors je sais bien qu'au niveau du PTB on n'est pas très porté sur les mesures environnementales, mais juste pas les caricaturer. Je veux bien qu'on n'a qu'un désaccord, pas de problème avec ça, on est en démocratie, il y a des élections. Les chiffres de la qualité de l'air à Bruxelles. La qualité de l'air à Bruxelles s'est considérablement améliorée. Je pense que
tout le monde le reconnaît, c'est des études indépendantes qui sont faites, chaque année d'ailleurs, sur ces dernières années, depuis que la zone de basse émission a été mise. C'est pareil d'ailleurs pour les villes en Flandre qui l'ont fait. Il y a systématiquement un système de compensation, systématiquement pour ceux et celles qui doivent effectivement changer de véhicule, que ce soit par rapport à un abonnement de véhicule partagé, par rapport à un abonnement de transport en commun. Il se fait qu'à Bruxelles, j'entends évidemment que c'est une surface, c'est pour ça que je dis Bruxelles en particulier, que c'est différent par rapport à la géographie wallonne, mais à Bruxelles, aujourd'hui, on peut se déplacer presque dans toute la région, plus ou moins facilement, avec un transport alternatif à la voiture individuelle. Bon, par exemple, je n'ai plus de voiture, mais je me déplace parfois encore en voiture, parce que j'en loue une. J'ai un abonnement Cambio, parce que justement, j'ai laissé ma voiture individuelle, et que toute la zone de basse émission est prévue pour accompagner les personnes qui, effectivement, ont besoin d'un véhicule, ont besoin de se transporter. Moi, aucune difficulté avec ça, mais ne caricaturons pas. Je pense que c'est surtout une mesure aussi de santé publique, de mobilité, mais de santé publique par rapport à tout ce qu'on respire. Et qui, de nouveau, et je terminerai par là, parce que je pense que l'argument social qui est très important pour nous, j'espérais que ça puisse potentiellement aussi être important dans cette mesure-là. Aujourd'hui, l'espérance de vie entre Saint-Josse et Oulé-Saint-Pierre est fondamentalement différente. C'est plusieurs années, donc c'est entre une commune malheureusement plutôt pauvre et une commune assez riche de Bruxelles. Nous, on veut que ça change en fait, et c'est notamment à cause de la qualité de l'air qui était très mauvaise et qui maintenant est de moins en moins mauvaise. On ne va pas se dire qu'il faut prendre un bol d'air à Bruxelles en heure de pointe pour pouvoir respirer parfaitement, mais l'enjeu il est là. Donc qu'on fasse mieux et qu'on l'améliore, je veux bien, mais l'ensemble des villes européennes vont dans cette direction et c'est une bonne direction. Donc voilà, ne caricaturons pas des choses qui sont, en tout cas à nos yeux, vraiment positives, et c'est pas du tout punitif. Les gens qui aujourd'hui, on évite des morts en fait, on évite d'aller justement gonfler la sécurité sociale par rapport à des problèmes respiratoires et autres. Donc voilà, ne soyons pas dans le cliché. Donc, pour justement ne pas être dans le cliché, moi je n'ai jamais parlé de la qualité de l'air à Bruxelles, j'ai parlé de la qualité de l'air en Belgique. Donc voilà. Non mais la l'air dont tu parles, rentrer à Bruxelles, je te dis, je rentre à Bruxelles, je dois c'est toi qui as pris l'exemple de Bruxelles. Oui, mais pour l'amende, et je vais reprendre l'exemple de Bruxelles. Donc on a eu notamment notre congrès électoral il y a 2-3 semaines, où des gens qui venaient de toute la Belgique, et effectivement, parmi les gens qui sont venus, une cinquantaine de personnes ont payé 350 € d'amende, parce qu'ils n'avaient pas la bonne voiture. Voilà, ça ce sont les faits. Et donc évidemment que c'est punitif, évidemment que ces gens-là, ils vont pas voter pour écolo, je te le dis. Hein. Donc je veux dire, mais nous ça, on ne voit pas tout via le prisme électoraliste. Non mais c'est très bien, c'est très bien, mais il faut quand même. La zone de basse émission, les écolos n'étaient même pas au gouvernement. Il faut quand même. C'est vrai. Je suis pas pour attaquer. Je suis pas en train d'attaquer l'écolo, j'attaque une logique tout à fait générale d'écologie punitive. D'ailleurs, il y a eu une discussion au Parlement wallon dernièrement, Madame Tellier, donc ta collègue, elle a renoncé à la zone de basse émission tellement il y a de la colère autour de cette basse émission. Sur l'ensemble de la Wallonie. Oui, sur l'ensemble. Est-ce qu'il y a moyen ou pas? C'est très Est-ce qu'il y a moyen ou pas? Donc la zone de basse émission en Wallonie, elle a été effectivement annulée face à la colère des gens. Elle est maintenue pour les grandes villes. Okay, et donc cette zone de basse émission qui finalement s'attaque aux gens, effectivement, c'est une mauvaise idée. Ce qui est par contre une très bonne idée, et effectivement j'ai une fibre environnementale, c'est de dire, par exemple, développons comme dans le nord de la France, des transports publics efficaces, gratuits, confortables, qui justement fonctionnent en termes de transfert modal. Dans le nord de la France, il y a eu une étude, c'est 15% de personnes qui ont abonné le véhicule pour prendre le bus. C'est ça qu'il faut faire justement pour intéresser les gens. Alors, sur la question de la fiscalité, je pense, parce que quelqu'un a dit on a l'air d'accord. Non, on n'est pas d'accord en fait. On n'est pas d'accord. D'ailleurs, mon voisin ne parle jamais de taxer le patrimoine. Lui, il vient de dire qu'il est contre. Donc, il est contre. La réforme fiscale. Je pense que sur la réforme fiscale, c'est important. Et le gouvernement actuel a fait quoi? Ils ont été chercher quelques centaines de millions d'euros, en fait, en touchant une partie de la classe moyenne. C'est ça qu'ils ont fait. C'est ça qu'ils ont fait. Confisquer le patrimoine, c'est différent. Je vais juste terminer. On va s'éloigner un peu parce que. Non, je vais juste terminer. Je vais juste terminer et dire que effectivement, ce qu'on veut, c'est effectivement aller chercher 8 à 10 milliards d'euros. Et donc j'ai entendu aussi les chiffres dans le programme du PS. Enfin, j'ai été voir dans le programme du PS. Il n'y a pas de chiffre dans le programme du PS, mais c'est le bureau du plan. Non, il faut aller voir il y a 1 250 000, c'est le plafond, mais de ce que ça va rapporter, il n'y a pas de chiffre. Plancher, hein. Donc c'est le plancher, mais ce que ça va rapporter, il n'y a pas de chiffre. Ce que tu as dit sur le bureau du plan, il n'y a pas dans le programme du PS. Enfin, bref, en tout cas, entre 4 et 5 milliards. Je vous invite à aller voir, je vous invite à aller regarder. Moi, je viens juste d'entendre monsieur, mon collègue du PTB, qui a quand même parlé de classe moyenne, à mon avis, en faisant référence au compte titre à 1 million d'euros. Je ne sais pas quelle classe moyenne à 1 million d'euros. Les agriculteurs.
Les agriculteurs, Oui, bien ils sûr. crèvent la misère. Mais justement, les agriculteurs, ils ont 1 million d'euros de patrimoine en termes de terre et en termes d'agriculture. Et c'est immunisé. la taxe sur le patrimoine immunise les biens immobiliers. Hein. Autre chose à cette heure. Ah ouais. Enfin, parce que aller dire maintenant à un agriculteur qu'il est la classe moyenne et qu'il a 1 million d'euros de patrimoine financier. Tout à fait, c'est exactement ce qu'ils ont dit. Ah bah. Ne me croyez pas moi, allez voir la FUGEA. Alors je ne sais pas pourquoi ils manifestent alors. C'est la critique parce qu'ils ont du patrimoine et pas du revenu. C'est pas la même chose. Et on ne taxe pas le patrimoine immobilier. Donc allez voir la FUGEA, voilà, ils vont vous l'expliquer mieux que moi. C'est très intéressant cette S'il nouvelle y a un orientation. débat agricole, il faut peut-être un petit peu. Il y a même des candidats du PTB qui vont sur l'extrême afin de laisser, Oui, c'est ça. Il y a des convergences. Voilà. Donc il y a le MR qui flippe plutôt, ouais, c'est ça. Afin de laisser quand même un petit peu de temps pour les gens qui sont ici présents, afin qu'ils puissent vous poser des questions directement, je propose qu'on passe à la dernière thématique et qu'on essaye de faire rapidement, comme ça on laisse un mini quart d'heure pour les questions directes. Alors on a beaucoup parlé d'investissement public, de dépenses publiques aussi. Il y a l'investissement privé aussi. Et à ce niveau-là, il suffit d'écouter un petit peu la société civile, je pense à Financité notamment, qui critique assez fréquemment la qualité des fonds d'investissement qui sont proposés par les banques à monsieur et madame tout le monde. On a pourtant une nouvelle taxonomie européenne qui est bien plus exigeante. Alors certes, il faudra encore laisser un petit peu de temps, mais on n'y est pas encore. Alors qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vos partis proposent pour comment dire, forcer les banques à plus de vertu dans les produits qu'elles proposent et pour que les produits soient plus transparents et plus pertinents d'un point de vue de la transition, justement. Pareil, comme tu veux. Voilà, en étant extrêmement court, parce que je pense que le temps avance, l'autorégulation ne fonctionne pas. Il faut effectivement avoir beaucoup plus de contrôle, beaucoup plus strict sur les labels et sur les normes imposées aux banques à ce niveau-là. Et alors, nous, on est favorable à la création d'un statut pour les banques durables avec des critères objectifs qui seraient vérifiés par des autorités indépendantes. Le greenwashing touche tous les secteurs, y compris le secteur bancaire. Il faut un contrôle beaucoup plus strict au niveau des labels. Très court. Oui, très court aussi. Je suis tout à fait d'accord avec le constat qu'aujourd'hui, si on va dans une banque traditionnelle ou classique, la taxonomie, même s'il y a des inventions au niveau européen, n'est pas du tout en lien avec l'ambition climatique qu'on devrait avoir. C'est beaucoup trop opaque pour les citoyens. Pour nous, on est vraiment pour aller, ce que propose l'Europe, normalement vers des codes en fait un peu plus là. Comme on a le Nutri-Score maintenant sur les aliments, il faudra avoir la même chose de manière beaucoup plus visible, beaucoup plus poussée sur tous les produits financiers qui sont proposés. Mais moi, je voulais juste aussi aller un pas plus loin, en fait, parce que je pense aussi, en fait, beaucoup plus aussi aux fonds de pension. Les fonds de pension, cette université, par exemple, et je le souligne, a, par exemple, un fonds de pension aujourd'hui où il n'y a plus d'actions en lien avec le carbone, les émissions de CO2. D'autres universités l'ont fait, il n'y a pas que celle-ci, mais ce qu'on a à l'ULB ce soir. Tous les fonds de pension publics, le fonds de pension de la police fédérale, le fonds de pension des parlements aussi, on a aussi pris des mesures par rapport à ça, notamment aussi en termes éthiques. Mais là, il y a un levier, de nouveau, je le disais en introduction, c'est des centaines, voire parfois des milliards d'euros. Alors imaginons à l'échelle allemande, française, américaine, il y a aussi l'investissement des banques, c'est mon troisième point. Il faut vraiment contraindre encore plus qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, des grandes banques européennes, si je prends BNP Paribas ou d'autres, continuent à investir dans le fossile, continuent à investir dans des projets de recherche d'ailleurs aussi où on creuse énormément pour trouver des sources d'énergie toujours fossiles. Je pense que ça, il faut vraiment y mettre fin. Au niveau européen, parce que là qu'on a des leviers, au niveau mondial c'est compliqué, mais là aussi c'est des milliards d'euros de financement alors de banques vers des industries que, en tout cas moi comme écologiste, j'estime vertueuses et les sortir de tout ce qui est les fameux désinvestissements, les campagnes de divestment, ça doit être beaucoup plus massif que ce que c'est aujourd'hui. Et ça c'est la responsabilité des États de l'imposer aux banques. Mais on sait que c'est pas facile parce que malheureusement on n'est pas tous et toutes dans les partis à vouloir cela. Il y a un article très intéressant dans Financité, je l'ai lu tout à l'heure, oui, où il y a une Française qui est responsable de Novetic, qui donne justement un greenfield à tout un modèle de financement. Et c'est intéressant, et alors le
la réflexion de la dame, j'ai lu ça avant de venir pour m'instruire un peu, c'est de dire que le financement durable est la seule solution parce qu'il n'y a pas de plan B. Alors tout à l'heure, je disais en plaisantant, mais je ne plaisantais pas parce que je l'ai vraiment dit qu'il n'y a pas assez de banquiers en prison. On l'a vu pendant longtemps comment on roulait aussi le client, comment on prenait des risques inconsidérés. Dans le financement, et effectivement pendant des années, je ne vais pas citer de nom, mais il y a des organismes financiers qui prétendaient avoir des investissements qui préservaient la paix dans le monde, etc. C'était du blabla. On a vu ça aussi avec la manifestation des agriculteurs qui leur déplaisent quand on a une étiquette sur de la viande où on dit viande belge, alors qu'en réalité elle vient de bien loin, mais qu'on l'a simplement transformée en Belgique. Donc on abuse les gens par une absence de transparence, et en effet, tout le monde financier doit aussi avoir cette transparence, et on l'a fait, tu l'as dit Gilles, au niveau du Parlement, on a exclu certains des investissements du fonds de pension des parlementaires, dont on dit plein de mal, mais on a un fonds de pension qui doit payer nos pensions, mais on a quand même eu un raisonnement et on a exclu, on a exigé que l'on exclue des modèles de financement qui ne correspondaient pas à nos valeurs. Donc il faut effectivement pousser le système bancaire à ça, parce que c'est la seule solution. On ne peut pas continuer à ne pas faire attention à ce niveau-là au financement de la transition. Ouais, 3 éléments brièvement. Je l'ai dit tout à l'heure pour une autre question. Je crois qu'on a vraiment besoin d'une banque publique qu'on contrôle de A à Z, donc de manière transparente et collective. Ça, c'est un élément. Le second élément, c'est qu'il faut effectivement obliger les banques à être vigilantes quant à ce que deviennent leurs investissements et jusqu'au bout. Et donc, on sait que ce n'est pas évident. Donc, il y a aussi un lobbying financier pour éviter cette obligation de vigilance. Et le troisième élément, pour être bref, c'est qu'actuellement, en tout cas, le fonds de pension du Parlement wallon ne fait pas l'objet d'un tel screening. Donc, c'est une des seules discussions qu'il y a quand on a une discussion dans les locaux du Parlement qui est en fait à huis clos. Donc, en fait, toutes les questions qu'on pose dans le cadre du fonds de pension du parlementaire wallon, en fait, sont opaques. Donc, pour le moment, on n'a pas cette transparence-là. Et je pense, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était un des premiers débats, la transparence, c'est vraiment le maître mot. Je ne sais pas si vous connaissez cette pièce qui s'appelle Monnaie. Donc, je ne sais pas si certains l'ont vu, où on voit en fait quelqu'un qui va simplement demander qu'est-ce qu'on fait de mon argent. Et alors, on se rend compte à quel point c'est compliqué de savoir en fait ce qui est finalement fait de cet argent. Et je pense que voilà, c'est une préoccupation de plus en plus grande des citoyens et évidemment aussi des hommes et des femmes politiques. Je crois que cette transparence est vraiment indispensable. Oui, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Peut-être simplement dire que le fin fond, c'est de pouvoir labelliser quelque part, c'est de pouvoir reconnaître une activité industrielle, économique, concrète comme durable, ou peut-être mieux même que durable, à impact, essayer de vraiment générer une plus-value pour la société, pas juste essayer de polluer un peu moins, mais de régénérer aussi notre société. Et ça, ça passe, je pense, on en revient un peu au début du débat, de comment s'assurer qu'en effet, il y a une transparence, non seulement au niveau des entreprises, mais aussi des PME. Et là, il va falloir quand même pas mal d'aide et de soutien pour que même les petits acteurs puissent faire preuve de reconnaissance de ce qu'ils font au niveau de l'impact. Le modèle des entreprises à mission, etc., sont des choses qui vont quand même dans le bon sens, mais qui doivent être soutenues par le public, parce qu'au niveau des petites entreprises, il faut bien se rendre compte de la difficulté de récolter les données et de passer tous ces labels. Ok, bon, je pense que si on veut... Merci beaucoup pour toutes ces interventions intéressantes. Je pense que si on veut laisser un petit peu de temps au public pour poser ses questions, on fonce. Madame, oui, qui lève le doigt depuis tout à l'heure. Mais j'ai entendu très souvent le mot transparence et le mot contrôle. On a une pléthore d'institutions. Comment ça se fait que tout ne soit pas contrôlé? On a l'impression que rien n'est contrôlé ou très peu. Et on a quand même une Cour des comptes. Je voudrais que vous vous positionnez par rapport à ça. Qui est-ce qui doit le faire et pourquoi ce n'est pas déjà fait? Pourquoi on a besoin de Financité qui fait un bon job, magnifique, mais avec toutes les institutions qu'on a, moi, ça m'étonne que finalement, on entende ce mot-là comme s'il n'y avait rien qui était fait, quoi. Mais il faut lire les rapports de la Cour des comptes. Ils sont très intéressants. Ce qu'il y a, c'est ce qu'en tire le politique par rapport à sa gestion et à sa façon de changer. Pendant des années, la Cour des comptes, par rapport au niveau wallon, a dénoncé le fait que les comptes wallons étaient remis plusieurs années après et que c'était un scandale.
en termes de finances publiques, c'était un scandale d'autoriser une région responsable à remettre ses comptes plusieurs années après où ça n'a plus d'intérêt. Non, les rapports de la Cour des comptes, ils existent. C'est la façon dont après on les respecte dans la ligne politique. Maintenant, ça change un tout petit peu avec la certification des comptes de l'État. Alors pour le moment, la Cour des comptes n'a rien certifié du tout. Elle remet un avis réservé ou elle ne remet pas d'avis du tout parce que les comptes de l'État ne sont pas encore en état d'être transparents. Mais ça, c'est une obligation. La certification des comptes, Gilles va sans doute en parler, et progressivement, on arrive au bout de l'entonnoir. Non, mais je vais dire, on se pose pas. Ben, pour répondre à votre question directement, en fait, c'est le résultat de choix politiques. C'est des choix de dire à un moment donné, il y a des éléments qui doivent être transparents et d'autres pas. Moi, quand je suis arrivé dans le Parlement wallon, je veux dire, j'étais le premier surpris de constater que les dépenses du Parlement wallon, vous avez tous entendu parler du tunnel à 3 millions d'euros, de la maison des parlementaires à 46 millions d'euros, toutes ces dépenses étaient discutées à huis clos. Alors que toutes les commissions du Parlement sont publiques, même sont sur YouTube, ça, c'était discuté à huis clos. Moi, j'ai posé la question, pourquoi c'est discuté à huis clos? Ah, on a toujours fait comme ça. Depuis 92, effectivement, toutes ces dépenses étaient discutées à huis clos. Il a fallu les scandales, la mobilisation de l'opinion publique, ce qu'on fait comme travail des journalistes, pour qu'il y ait enfin une commission qui d'ailleurs existait dans d'autres parlements, pour être tout à fait juste, une commission qui soit effectivement dédiée à cette discussion-là de manière transparente. C'est un choix politique qui a été fait, et à un moment donné, ce choix politique, sous la pression notamment de l'opinion publique, a été défait. Et donc c'est la même chose pour quand j'ai évoqué le fonds de Wallonie Entreprendre 6 milliards d'euros. Là, on n'a pas encore réussi effectivement à avoir ça de manière transparente. Mais quand il y a eu la discussion de reprendre tous les outils économiques wallons, de les fusionner dans un super outil, et qu'on a posé le problème, on n'était pas les seuls d'ailleurs de mémoire, les engagés ont posé le problème aussi d'ailleurs, qu'on a posé le problème de, en fait, ce fonds-là, il n'est contrôlé par personne. Donc on nous dit, ah oui, la Cour des comptes fait un rapport. C'est vrai, ils ont fait un rapport pour dire qu'il n'était contrôlé par personne. donc voilà, donc il y a un vrai problème. Et là, c'est évidemment un choix politique, je suis désolé, donc des partis qui sont au pouvoir, de dire, ah non, en fait, pour des raisons X, Y, Z, on se contente d'avoir un conseil d'administration, mais ce n'est pas contrôlé par les parlementaires. Et vous avez raison de dire deux choses, il y a beaucoup d'institutions en Belgique, c'est clair, 9 gouvernements, 9 parlements, c'est un autre débat, mais non, c'est les parlementaires qui doivent contrôler ces outils-là. Mais pour ça, alors il faut que ce soit possible. Et dans l'état actuel des choses, actuellement, c'est pas possible. Alors juste pour rebondir là-dessus, donc il y a plusieurs choses. Un, la Cour des comptes, c'est vraiment un très très bel outil et effectivement qui fait des rapports extrêmement importants. Et souvent, ce qui se passe, c'est que ces rapports se terminent par des recommandations. Donc c'est pas par des obligations. Et donc ils recommandent au monde politique qui s'en saisit ou pas. Le monde politique. Moi, j'ai beaucoup travaillé la législature dernière sur la régie des bâtiments, par exemple. Si un jour vous avez des semaines ou un doctorat à faire, par exemple, un truc comme ça, ouais, voilà, sur les prisons ou autres, ben nous on s'est battu avec d'autres collègues, hein, parce que si on se bat seul, on va souvent dans le mur, pour avoir un audit sur le financement des prisons. On parlait de public-privé tout à l'heure, je peux vous dire, s'il y a un exemple, il ne faut plus jamais faire de public-privé, c'est bien l'infrastructure des prisons. C'est une catastrophe en Belgique, révélée par la Cour des comptes. Et après, on a, dans la Cour du gouvernement notamment, suite à cela, on a intégré toute une série de choses. Voilà, ça c'est un exemple très concret, c'est un dossier que je connais. Mais donc, ça existe, mais il faut s'en saisir. Et par exemple, et tout n'est pas effectivement systématiquement analysé a priori. Moi, je connais moins le dossier Wallonie Entreprendre parce que je sais effectivement au fédéral, donc je ne sais pas comment c'est contrôlé exactement. Par contre, un groupe de parlementaires peut se saisir d'une demande à la Cour des comptes de dire je veux que Wallonie Entreprendre, eh bien, on audite ses dépenses depuis X années. C'est possible. Nous, on l'a fait sur la gare de Mons. La gare de Mons, nous avons, comme écologistes, avec d'autres de nouveau, mais réussi à ce que la Cour des comptes prenne une grande loupe pour voir ce qui s'est passé dans ces débordements budgétaires incompréhensibles par rapport à l'argent public, dans une guerre qui n'est d'ailleurs toujours pas finie. Mais donc c'est possible, et sur le contrôle, dernier élément, c'est contrat de gestion. Je pense qu'en amont, et de nouveau, je ne connais pas mais je sais, par exemple, avec la SFPI, avec la SNCB, avant, il n'y avait pas tout ça. Il y a des contrats de gestion, ça veut dire entre le Parlement et donc le public. Pas pour et ça, je ne sais pas, c'est pour ça que je reste... mais ça existe, cet outil. Et ça, pour moi, c'est un outil de bonne gestion et de bonne gouvernance. Il existe avec la SNCB, on l'a fait cette année, il n'y en avait plus depuis 15 ans, pour vous donner une idée. Ça ne va pas, évidemment, parce qu'il y a les objectifs, il y a les contrôles, il y a les critères, etc. Mais donc, les outils, je ne veux pas laisser penser que ça n'existe pas, mais il faut s'en saisir. Et il faut faire le job au Parlement, notamment. On va prendre une question suivante, parce que, pardon, sinon on va juste pour répondre à madame, j'ai rencontré quelqu'un qui travaille à la Cour des comptes. Si quelqu'un peut chercher combien de personnes travaillent à la Cour des comptes, ils n'ont pas du tout de moyens, ils sont très peu nombreux. Donc pour moi, c'est pas un choix politique.
c'est quand... Ah si, c'est un choix politique de pas les... qui sont pas assez nombreux. Si on ne leur donne pas les moyens, évidemment... Ah, c'est ça le choix politique. Leur rapport d'une grande qualité. Mademoiselle dans le fond, merci. J'étais sur le budget, déjà je pense qu'on est d'accord que pour démarrer en termes de politique de logement, c'est vrai que ce serait utile que la politique se saisisse des recommandations de la Cour des comptes. Mais pour aller plus loin, on a eu ici dans cette conférence Daniel Lamarck qui est venu nous parler du concept de green budgeting, du budget vert au niveau de l'État, qui disait du coup à identifier certaines lignes budgétaires comme étant comme contribuant à des objectifs climatiques ou à l'inverse comme plutôt orientant à la mauvaise direction. Est-ce que c'est une solution que envisage? Nous, on est tout à fait favorable et effectivement, il faut pouvoir isoler dans le budget les investissements et ce qui amène du plus vert, du plus social et du plus social. Et j'irai même plus loin, il faut aussi la poser, je pense, aux communes, où les communes, comme vous savez, c'est un des premiers investisseurs publics du pays. Actuellement, les investissements sont mis en paquet dans le compte dans le budget extraordinaire et le compte extraordinaire des communes. Et comme vous savez, il y a des règles budgétaires assez strictes qui s'imposent aux communes et on pourrait donc imaginer avoir des balises d'investissement qui soient différenciées en fonction du type d'investissement. Donc si c'est des investissements dans la transition sociale et climatique, la balise pourrait être un peu plus souple pour permettre aux communes de davantage investir dans ces matières-là. Sur le volet commune, je suis désolé, moi je gère ma commune depuis 35 ans, on n'a pas de leçon à recevoir de personne. Les communes, majoritairement, surtout les petites, elles sont bien gérées. C'est pas une question des investissements. Non, non, on fait les investissements. La différence entre on fait les investissements que l'on doit, et si on sait qu'on peut faire des économies en électricité ou en chauffage, on les fait pour éviter ces coûts. Et par rapport à ce que vous demandiez, c'est évidemment important, mais c'est un artifice comptable d'identifier des dépenses comme étant dirigées. Ce qui compte, c'est pas tellement d'avoir un check-up de ce qu'on fait budgétairement, ce qui compte, c'est de voir les résultats et le monitoring de l'efficacité. Si je peux faire, juste sur les communes, parce que non, il a parlé de bonne gestion et de mauvaise gestion par rapport aux communes. Il faut savoir que les communes sont les grandes communes, les grandes villes, en tout cas par rapport aux charges et aux externalités qu'elles supportent, elles sont sous-financées. Et notamment, les grandes communes comme Liège, Charleroi et beaucoup d'autres subissent une charge de pension et des charges du fédéral, notamment en matière de police, en matière de cyber, qui sont gigantesques. Ça n'a rien à voir ni avec la bonne ni avec la mauvaise gestion. On trouve des petites communes mal gérées, des petites communes bien gérées. On trouve des grandes communes bien gérées, des grandes communes mal gérées. Donc vraiment, ça n'a rien à voir. Les charges qui sont supportées actuellement par les grandes communes sont gigantesques, notamment en matière de pension, parce que le fédéral ne paye pas sa juste part. Donc, je ne peux pas entendre ce que Benoît dit, franchement, c'est juste... Très vite, green budgeting, oui, c'est une très bonne idée. Gender budgeting aussi. Et très concrètement, nous, avec Écolo, on l'applique à Excel. Donc, je parle d'Excel parce que je sais que c'est ma commune, mais c'est là où on est ce soir aussi. Et donc, on l'applique. Green et gender, et donc on essaie vraiment de mesurer l'impact budgétaire de chaque décision qu'on prend en termes d'égalité des genres et de climat. Et c'est effectivement, je suis d'accord, pour moi c'est une question de bonne gouvernance en fait, et de bonne gestion aussi. Très court. Oui, on évalue aussi par rapport à l'impact. C'est ce qui est fait, c'est ce qui est dans l'accord de majorité, mais donc on le fait à Excel. En sachant qu'en amont, c'est bénéfique, mais après c'est extrêmement complexe à faire. Déjà, ex-post, voilà, les impacts ex-post c'est déjà compliqué, en amont c'est encore plus. Notamment la Wallonie avec le Haut Conseil stratégique a parfois un peu de mal à y arriver parce que c'est vraiment très complexe. Comme projet je rajoutais encore à ça le handi budgeting aussi qui permet de faire la même chose pour tous les investissements handicap. Je voudrais juste ajouter un petit mot si je pourrais parce que j'ai commencé par ça sur les crypto-monnaies, j'ai vu quelques sourires quand j'en parlais, mais je ne voudrais quand même pas, face à un public aussi averti, que vous n'ouvriez pas les yeux quand même sur ce qui est en train d'arriver dans le monde de la finance avec l'avènement de cette finance décentralisée et qui permet. C'est quoi ces crypto-monnaies, cette tokenisation dont tous les grands fonds d'investissement aujourd'hui investissent dans ces crypto-monnaies. Et donc, je ne voudrais pas, moi je me bats depuis des années pour que de nouveau la Belgique, l'Europe ne soient pas les derniers à ouvrir les yeux sur ces changements fondamentaux et qui vont amener quoi? Qui vont notamment
permettre une plus grande transparence sur tout ce qui se passe au niveau financier, puisque ces crypto-monnaies sont entièrement traçables et donc on peut toujours mesurer du début à la fin l'origine et la trajectoire des fonds. Donc il y a évidemment... C'est le débat de ce soir, mais j'ai beaucoup de choses à dire sur ce que tu viens de dire. Il y a encore, bien sûr, l'impact écologique, voilà, les gens qui sont obligés là-dessus. Mais c'est de la spéculation. J'espère simplement venir avec cette chose à la fin et faire un rôle formidable. C'est fini, je ne dis pas que c'est formidable, je dis simplement qu'il y a là quand même une évolution de la finance qui va avoir lieu dans les années qui viennent et dont on doit aussi se saisir pour adresser ces enjeux. Une dernière intervention. Je ne vais pas réagir à ce qui a été dit, je vais juste répondre à ta question. Donc, en fait, par exemple, le gender budgeting existe déjà au niveau du budget wallon, ça existe déjà. Et donc, moi, j'ai déjà participé à des exercices budgétaires où j'ai parfois un peu l'impression que c'est un peu formel. Donc, c'est-à-dire à la fin du document budgétaire, il y a effectivement les quelques indications qui voudraient faire penser que oui ou non, le budget est favorable à la question des genres ou pas. Et il faut éviter que ce soit formel. C'est ça c'est un peu la question. Et donc pour le grid budgeting, moi je suis complètement d'accord, mais alors il faut faire l'exercice un peu jusqu'au bout. Et ce qui manque par rapport à ça, c'est le contrôle citoyen. En fait, je veux dire, au niveau fédéral et au niveau régional, c'est encore possible, parfois compliqué, de trouver les budgets et les contrôler. Au niveau des communes, il n'y a pas d'obligation en fait de les publier. Donc il y a des communes qui sont bien, qui font ça bien, et il y a des communes qui ne le font pas bien. Donc, je publie sur les sites internet, je veux dire. Hein. Donc, nous, on a fait l'exercice, par exemple, parce que dans notre programme, on a voulu effectivement, à un moment donné, prendre position sur un élément qui était la taxe poubelle dont j'ai parlé tout à l'heure. Et alors, il y a des communes où tu dois alors prendre rendez-vous avec la cellule d'archives pour pouvoir avoir droit à avoir le budget. Et puis, il y a des communes où c'est sur le site. Hein. Donc, il y en a qui sont exemplaires, mais d'autres pas. Et là, si on veut vraiment permettre un contrôle citoyen, il faut alors permettre, évidemment, qu'il y ait cette transparence de manière obligatoire dans l'ensemble des budgets. Comme ça, chacun peut effectivement vérifier est-ce qu'on est dans le formalisme ou est-ce qu'on est dans, finalement, un acte réel. Ça, je suis d'accord. Mais juste une remarque, à mon avis, c'est aussi parce que les communes, beaucoup sont encore à l'âge de pierre à ce niveau-là. Bien sûr. Les budgets sont disponibles, mais il faut effectivement se déplacer à la commune pour avoir. Et c'est pas une volonté spécialement de cacher, mais c'est parce que. La ville de Charleroi, par exemple, n'est pas la plus petite ville, pourtant, c'est pas un exemple à ce niveau-là. Mais bon. Pour répondre à madame qui a posé une question sur le nombre de travailleurs à la Cour des comptes, et ils sont environ 500. Ils sont 500. Environ. Toute la Belgique. Oui. Oui, et ils présentent leur budget chaque année en commission de comptabilité. Ils viennent défendre leur budget. Ils demandent parfois des augmentations. Et il y a des augmentations auxquelles on souscrit parce qu'on leur confie de plus en plus de missions. Mais en fait, on a un drink. Voilà. En tant qu'organisateur, on a un drink et donc je demandais qu'on arrête parce que sinon on va rater le momentum d'arriver. Mais peut-être que la discussion, je ne sais pas si, voilà, si moi, je suis là au drink. peut se poursuivre au drink, hein, voilà. Merci beaucoup. Merci en bas. Merci.